Nous sommes heureux de vous accueillir pour la première fois à la Commission des lois depuis votre nomination au ministère des Outre-mer. Les sujets d'actualité concernant votre ministère ne manquent pas. Votre ministère occupe d'ailleurs à juste titre une place sans précédent dans l'architecture gouvernementale. Les sujets, je le disais, sont nombreux. Aussi, je ne vais pas prendre la parole longuement. Mes collègues vous poseront une série de questions. Mais toutefois, je souhaitais vous interroger tout d'abord sur la Nouvelle-Calédonie, bien sûr. Notre Assemblée a voté, vous le savez, la loi organique du 15 novembre 2024 qui reporte au plus tard le 15 novembre prochain les élections provinciales. Ce report a été motivé par la nécessité de trouver un accord avant la tenue des élections. De fait, vous avez organisé des discussions bilatérales séparées avec les représentants indépendantistes et loyalistes il y a, je crois, 15 jours. Et vous allez vous rendre longuement en Nouvelle-Calédonie dans les tout prochains jours. Avez-vous le sentiment, d'après ces discussions, que des échanges directs entre les parties sont envisagebles à court terme, préalables bien sûr indispensables à la conclusion d'un accord et à l'organisation des élections dans les délais? Je voudrais également et évidemment évoquer la situation à Mayotte, qui est un sujet, une situation qui mobilise la Commission des lois, j'allais dire, bien avant même le cyclone Chido. En effet, dans la perspective de la loi Mayotte, annoncée depuis plusieurs années, et que nous aurions dû examiner à l'été dernier, la Commission des lois y a organisé en 2024 pas moins de 3 déplacements. En effet, si la loi d'urgence est indispensable, Mayotte a probablement besoin de réformes structurelles. Pouvez-vous, par conséquent, nous indiquer quelles seront les principales mesures du projet de loi dit Mayotte, ainsi que son calendrier d'examen? Voilà, Monsieur le ministre d'État, je vous donne immédiatement la parole pour une intervention liminaire, après quoi chacun des groupes pourra bien sûr vous questionner et faire part de ses propres analyses. Monsieur le ministre d'État. Monsieur le Président, cher Florent Boudier, merci. Mesdames et Messieurs les députés, en dehors de la délégation aux Outre-mer, dont c'est la vocation première, avec son président David Riemann, il faut reconnaître que s'il y a une institution au sein de cette Assemblée qui s'intéresse de très près aux enjeux de nos Outre-mer et qui tient compte de leurs spécificités, c'est bien la Commission des lois. Et cette expertise m'oblige d'emblée à être clair avec vous. Je ne pense pas être à la tête de ce ministère pour répéter des éléments de langage. Je ne suis pas à la tête de ce ministère pour céder à une vision datée, condescendante et administrative de nos Outre-mer. Et je ne suis pas non plus à la tête de ce ministère pour seulement gérer, même si c'est évidemment indispensable, mais bien pour tenter de transformer. Dans son rapport aux Outre-mer, et j'utilise aussi d'une certaine manière cette présence au sein de votre commission pour donner un certain nombre d'éléments d'orientation que je souhaite imprimer. Dans son rapport aux Outre-mer, la France est passée, je vais vite bien évidemment, de la domination à une forme d'infantilisation. Et je veux désormais essayer d'imposer, au fond, la considération que nous devons aux ultramarins et la valorisation de ce territoire. Et au fond, il est indispensable de retrouver une vision politique au sens noble du terme. La question que nous devons nous poser est fondamentalement celle de la députée Evelyne Karbidi au Premier ministre à l'issue de sa déclaration de politique générale. Qu'est-ce que la France d'outre-mer? Elle ne concerne pas que les 2,6 millions de citoyens qui vivent sur ces territoires et le million de nos compatriotes qui en sont originaires. Elle doit intéresser la nation tout entière. Les Outre-mer, ce sont des atouts considérables et des défis immenses. Les atouts, la mer, la biodiversité, les sportifs, la littérature, les forces vives et la jeunesse. Nous sommes l'intelligence, mais j'ai l'impression que c'était le résumé. Vous êtes parfait, monsieur le député, comme d'habitude. Vous résumez en un mot le fruit d'une pensée trop complexe. Ces atouts, nous sommes habitués à les entendre, la preuve. Mais nous oublions souvent d'admettre que c'est aussi dans les Outre-mer que les crises sont les plus dures, que les vulnérabilités sont les plus fortes et que les relations de confiance sont les plus difficiles à construire. Et ce n'est pas dû au hasard. C'est le résultat peut-être d'un sentiment de mépris et d'abandon, en tout cas, qui remonte très fortement. Quand grondent les émeutes, quand frappent les cyclones, quand éclatent les tempêtes, les territoires ultramarins se rappellent aux autorités parisiennes et aux populations hexagonales. Mais quand se calme la fièvre,
quand passent les tornades et quand cessent les pluies, il retombe immédiatement dans une forme d'oubli. Et je veux m'attaquer à toutes ces difficultés avec la même énergie en m'interrogeant donc qu'est-ce que la France d'outre-mer? Alors l'outre-mer, ce sont des urgences à gérer, évidemment. La première d'entre elles, et je réponds à votre question, Monsieur le Président, c'est la situation de Mayotte après Chido. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à de nombreuses reprises devant l'Assemblée sur ce sujet-là, et notamment devant la Commission des affaires économiques qui s'était saisie du premier texte. Et en ce qui concerne le premier temps de la réponse, l'urgence, la situation, et je suis évidemment très prudent en disant ça, est désormais stabilisée, ce qui ne signifie pas que tout est réglé. Mais nous nous éloignons progressivement de la phase d'urgence vitale. Nous revenons avant Chido, et la situation était déjà très tendue et complexe. L'adoption définitive du projet de loi d'urgence pour Mayotte la semaine dernière a été une étape décisive pour engager le deuxième temps, la reconstruction, qui échoua en grande partie, pas seulement, mais au général Pascal Facon, qui est désormais le chef de la mission de reconstruction de Mayotte à mes côtés. Mais sans mesures plus structurelles, nous reconstruirons Mayotte sur du sable. Nous avancerons donc très prochainement vers la troisième étape, ce que le Premier ministre avait appelé la refondation. Je présenterai au printemps, après concertation avec les élus, un projet de loi programme qui devra traiter de toutes les questions et qui visera surtout le développement économique, social et éducatif du territoire sur de nouvelles bases et qui est évidemment attendu, plus particulièrement depuis la départementalisation du territoire et qui portera bien sûr également des mesures fermes pour lutter contre le fléau de l'immigration. Nous y reviendrons sans doute à travers les questions. La deuxième urgence, c'est la Nouvelle-Calédonie, et je vous réponds là aussi, Monsieur le Président. Nous sommes à un moment décisif historique. La Nouvelle-Calédonie est à terre, économiquement, à terre. Les dégâts des violences et des destructions de mai 2024 sont estimés à 15% du produit intérieur brut et plus de 2 milliards d'euros. 37 000 Calédoniens ont été plongés dans le chômage. L'État soutient et soutiendra la reconstruction, et j'aurai l'occasion de le dire sur place dans quelques jours. La Nouvelle-Calédonie est aussi et surtout meurtrie. Le sang a de nouveau coulé sur le territoire. Personne ne doit l'oublier, personne. Les fractures sont profondes. Des mots comme le racisme se sont de nouveau imposés, ou se sont d'une certaine manière imposés dans la perception que peuvent avoir les Calédoniens sur place. Je sais pourtant que seul le dialogue permettra de reconstruire un projet commun et partagé et d'imposer la paix. C'est ça le grand enjeu. Je m'y emploie depuis plusieurs semaines, après avoir reçu l'ensemble des délégations des groupes politiques à l'invitation du Premier ministre. Je pars sur place demain soir pour 8 jours au moins afin de poursuivre ce travail. Bien sûr, je sais que parfois les références historiques sont plus de mode, mais là-bas, vraiment cela s'impose. Et comme Michel Rocard, comme Lionel Jospin, évidemment comme Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, il nous faudra être inventifs, ambitieux et courageux. Et je le répète, les accords de Matignon et de Nouméa, je l'ai dit en répondant à une question de votre collègue Emmanuel Djibaou il y a 15 jours à l'Assemblée nationale, sont le socle de nos discussions. Le socle, le point de départ. Il nous appartient de construire une Nouvelle-Calédonie qui doit rester unie et indivisible, qui s'appuie bien sûr sur le dynamisme de ces 3 provinces et de ces communes. Donc là, on peut travailler sur de nouvelles compétences, sur les questions de fiscalité, et d'imaginer une souveraineté avec la France qui protège chacun, tout en poursuivant et achevant le processus de décolonisation et en garantissant le droit constitutionnel à l'autodétermination. Ce n'est pas une invention, c'est dans le texte fondamental de notre pays, c'est dans la Constitution, c'est dans la constitutionnalisation des accords de Nouméa. Je crois profondément au destin commun, et le gouvernement assumera ses responsabilités, il doit faire des propositions, et moi j'appelle une nouvelle fois tous les acteurs à être à la hauteur du moment historique. C'est vrai d'abord pour les Calédoniens, et puis j'espère que l'Assemblée nationale et le Sénat auront aussi assumé les leurs dans les mois qui viennent. La troisième urgence, qui appelle aussi des réponses structurelles, Monsieur le Président, c'est celle de la vie chère. Le constat est sans appel. En 2022, l'écart de prix vis-à-vis de l'Hexagone sur l'alimentaire était de 47% à Saint-Martin, 42% en Guadeloupe, plus de 40% en Martinique et en Guyane,
plus de 36% à La Réunion, plus de 30% à Mayotte. Saint-Barthélemy est également touché. C'est évidemment insoutenable pour nos compatriotes ultramarins, ça doit être insupportable pour nous tous, c'est une véritable fracture sociale qui met en péril la cohésion sociale et l'intégrité même de ces territoires comme de notre nation. Et je crois que l'heure n'est plus aux demi-mesures ou aux solutions désuètes. Et moi, je ne céderai, dans la mesure du possible, bien sûr, à aucune facilité. Ni tout marché, ni tout État. Ça doit être ça, le chemin. Alors, il nous faut un plan de bataille complet et structurel qui s'attaque de manière méthodique à tous les facteurs expliquant la cherté de la vie. Et je le résume en 5 mots. Premier mot, concurrence. Je tiens depuis plusieurs semaines, ce qui est pour moi en tout cas un propos de vérité. Oui, le partage et la chaîne de valeur outre-mer ne sont pas équitables, ne sont pas justes. Oui, il y a des grands groupes très performants, qui emploient évidemment beaucoup de monde, mais qui jouent parfois un rôle d'étouffement de l'économie et, à travers elle, des populations. Et pour mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles, je ne crois pas en la seule bonne volonté des acteurs. Je veux remettre en première ligne de ce combat l'autorité de la concurrence, renforcer, parce que c'est la condition, ses moyens, et la rapprocher du terrain. Je souhaite avancer sur la création d'un service d'instruction spécialisé et dédié aux Outre-mer. Sans doute faut-il aussi augmenter les saisines possibles, en abaissant les seuils de chiffre d'affaires à partir desquels il est possible de contrôler les concentrations outre-mer. Deuxième mot, transparence. Trop d'entreprises ne se conforment pas à l'obligation de publication des comptes. Je suis déterminé à renforcer les sanctions et à les rendre plus dissuasives. Nous devons réfléchir, parce que la technicité de ce point de vue-là est essentielle, à des mesures plus originales, comme systématiser la mise en ligne des prix en temps réel. Le name and shame n'est pas non plus d'ailleurs un tabou pour moi. Troisième mot, exigence au pluriel. Suivant la philosophie du protocole martiniquais de cet automne, les efforts doivent être partagés. Du côté des collectivités, une réforme globale de l'octroi de mer doit être enfin mise sur la table pour le recentrer sur les produits importés concurrents des produits locaux. Favoriser davantage l'investissement, et ce, sans perdre évidemment d'autonomie pour les collectivités. Pour ce qui concerne l'État, la promulgation de la loi de finances va permettre de tenir notre engagement d'appliquer une TVA à taux zéro pour les produits de première nécessité. Et il nous reste à imaginer un mécanisme permettant de réduire les frais d'approche sur lequel nous travaillons très activement. Il fera appel à des contributions des acteurs privés et notamment des transporteurs. Je veux trouver le meilleur rouage, conforme évidemment au droit de l'Union européenne, et garantir une répercussion immédiate sur les prix. Les distributeurs, enfin, ont déjà réalisé un effort sur leurs marges, mais les marges arrière ajoutent fortement à l'opacité de la formation des prix des produits et à la réalité des bénéfices réalisés par les grands groupes. Je souhaite donc m'attaquer à ces pratiques. Et le quatrième mot, c'est celui de renaissance. Mon projet à plus moyen terme est celui d'une véritable transformation économique. C'est évidemment le plus difficile. Les économies ultramarines souffrent encore aujourd'hui des stigmates de la colonisation. Et pour sortir d'une économie de comptoir, il faut rompre avec la dépendance aux importations, favoriser la production locale et l'autonomie alimentaire, mettre un terme au commerce exclusif avec l'Hexagone et réduire la dépendance énergétique en accélérant la transition vers les énergies renouvelables et en développant, pourquoi pas, d'autres formes. Le président de la République l'avait évoqué à propos de la Nouvelle-Calédonie. Il y a des petits réacteurs nucléaires modulaires, mais il y a d'autres formes qu'on peut évidemment atteindre dans une logique à chaque fois d'innovation qu'il faut valoriser. Et enfin, le cinquième mot, c'est le bon sens. Pour réduire les prix, il nous faut rompre, je le disais dans mon propos introductif, avec un modèle infantilisant et parfois ubuesque. Limitons les importations depuis l'Hexagone ou l'Union européenne, très coûteuses à ce qui est strictement indispensable. Mayotte importe son bois de Lettonie, alors qu'il existe des alternatives en Afrique du Sud. Saint-Pierre-et-Miquelon se voit imposer une marque CE, alors que l'archipel se situe à proximité du Canada. En lien avec les assureurs, il faut enfin avancer sur une plus grande adaptation des normes à la réalité des sociétés ultramarines. Les propositions sont nombreuses, y compris de l'Assemblée nationale et de votre commission, en provenance d'initiatives législatives. Nous en avons traité une il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, mais aussi du rapport « Les Outre-mer, notre défi commun » remis au président de la République par Frédéric Montlouis Félicité et Pierre Egea.
car il y a ce qui relève d'une réalité économique, l'éloignement qui augmente les coûts, l'étroitesse des marchés qui empêche les économies d'échelle, et parfois, bien sûr, la faiblesse des infrastructures. Mais il y a aussi ce qui relève de la tromperie, de l'abus de position dominante. Et là, moi, je veux être intraitable. Ce sujet est l'un des plus déterminants. Il devient un catalyseur, d'ailleurs, de la rupture de confiance entre les Outre-mer et l'Hexagone. Il est notre marge de manœuvre la plus importante et la plus concrète pour changer la vie de nos compatriotes. Il impacte aussi les questions régaliennes. Car si je condamne avec la plus grande fermeté toutes les violences, et parfois d'ailleurs une forme de complicité, en tout cas de complaisance avec celle-ci, moi j'ai redit à la tribune de l'Assemblée nationale mon soutien aux forces de l'ordre. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas d'ordre sans justice et qu'il n'y a pas d'ordre régalien sans justice sociale. Les Outre-mer, ce sont aussi, deuxièmement, des actions fortes, et je vais aller vite, sur des sujets trop longtemps laissés de côté. Il est temps de s'attaquer à toutes les causes des inégalités qui affectent la vie de nos compatriotes ultramarins. Je ne prétends pas tout régler, d'autant plus que je ne sais pas le temps que j'ai devant de moi. Mais je suis déterminé à avancer sur tous les sujets. La situation sécuritaire, je suis au cœur aussi de vos réflexions, est très inquiétante. L'ultraviolence nourrie par l'immigration clandestine met Mayotte à genoux. Le narcotrafic menace de faire s'effondrer les Antilles, même la Guyane. Dans ce territoire qui subit déjà les fléaux de l'orpaillage illégal et de la pêche illicite, le taux d'homicide atteint 20,6 pour 100 000 habitants, 14 fois la moyenne nationale. L'insécurité progresse même dans des zones qui étaient jusqu'alors épargnées. Saint-Martin, c'est déjà le cas, et Saint-Barthélemy. L'intégralité des territoires ultramarins est aussi remise en cause par des ingérences étrangères. Je ne veux pas les exagérer, mais je ne veux pas non plus les nier, en provenance par exemple de l'Azerbaïdjan. Et j'appelle de ce point de vue-là les représentants de la nation que vous êtes à toute complaisance avec les autorités de Bakou. À ceux qui se rendent dans ces cénacles anti-France, je veux leur dire que je ne juge pas, Monsieur le Président, de leurs convictions, mais qu'en participant à ces initiatives, ils ne sont que des pions d'un jeu diplomatique qui n'a qu'un seul but, nous affaiblir tous. Et puis, je veux aussi lutter, mes collègues du gouvernement, bien évidemment, avec la plus grande fermeté contre l'immigration clandestine, qui touche notamment, pas seulement, Mayotte, je l'ai dit, mais aussi la Guyane. Sur toutes ces questions, un rapport transpartisan de la délégation sénatoriale des Outre-mer de Philippe Bas et Victorin Lurel nous invite à un choc régalien et il faut nous y préparer. La lutte contre les violences infrafamiliales, et notamment contre celles faites aux femmes, doit être un combat quotidien. Elles sont de nature différente. La Réunion est le deuxième département français le plus touché. La Polynésie connaît aussi ces questions. Sur des territoires où l'égalité des chances est encore trop souvent un mirage, il faut faire de l'éducation une priorité. L'enjeu du transport scolaire est parfois criant. L'illettrisme est aussi largement surreprésenté en Outre-mer. Le taux de jeunes touchés est supérieur au double de celui de l'Hexagone pour les Antilles et la Réunion, 5 fois supérieur pour la Guyane. Le régiment du service militaire adapté, le RSMA, joue un rôle désormais déterminant pour faciliter l'insertion professionnelle de nos Outre-mer. Et je soutiendrai autant que possible ce creuset républicain et ferai plus largement tout ce qui est en mon pouvoir pour donner à la jeunesse ultramarine, au-delà de ses moyens, les possibilités de déployer son potentiel. La culture, évidemment, est un outil qui me tient particulièrement à cœur pour ce faire. Je veux relancer le mécénat culturel pour soutenir les artistes et créateurs qui souhaitent produire et se produisent dans leur région ou à l'étranger, mais qui ne le peuvent pas faute de moyens et de structures adaptées. Les pratiques culturelles d'outre-mer doivent aussi rayonner sur place, dans leur région et dans l'Hexagone. Parler jeunesse me conduit à évoquer 2 enjeux d'avenir qui nécessitent des actions de moyen et long terme déjà engagées et que je souhaite poursuivre et amplifier. D'abord, l'adaptation au changement climatique. Nous devons aux territoires ultramarins notre prise de conscience précoce de ces dangers. Ils sont en première ligne en raison de leur positionnement géographique, majoritairement dans la zone sensible de la ceinture intertropicale, et parce qu'ils hébergent 10% de la biodiversité, 10% des récifs coralliens et 20% des atolls de la planète. Le réflexe outre-mer doit donc être présent, tant dans l'élaboration des stratégies que dans leur mise en œuvre. Je serai attentif aux conclusions de la mission d'inspection en cours sur le recul du trait de côte, comme je le suis sur l'enjeu de l'accès à l'eau potable, notamment dans l'océan Indien.
Enfin, vous le savez, la France accueillera en juin prochain la conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC, en plein cœur de l'année de la mer. Ce sommet doit se conclure par une véritable stratégie complète de protection des océans et donner un nouvel élan à la politique maritime française. Si la France est la deuxième puissance maritime mondiale, c'est parce que 97% des 11 millions de kilomètres carrés qui constituent sa zone économique exclusive sont situés outre-mer. Autre enjeu d'avenir, évidemment je vais vite, le vieillissement de la population qui frappe de plein fouet les Antilles, mais aussi la Réunion. Cette nouvelle donne démographique impose un chantier d'adaptation de la société, de renforcement de l'accès aux soins et de développement des EHPAD. Tous ces sujets, mais aussi bien d'autres, indispensables pour approfondir la convergence économique et sociale, comme l'emploi ou la lutte contre la précarité, auront vocation à être traités dans le futur comité interministériel des Outre-mer, le CIOM, que je veux réunir au deuxième trimestre. Vous voyez, je suis optimiste sur ma durée de vie. Le dernier CIOM a envisagé 72 actions, 32 ont été à ce stade réalisées. C'est trop peu et c'est trop lent. Et je veux agir dans la concertation avec les élus pour imaginer un nombre modéré d'actions, mais dont nous devrons assurer un suivi quotidien. La question essentielle du logement sera quant à elle approfondie dans le cadre du nouveau plan logement outre-mer d'ici l'été. Depuis mon arrivée à la tête du ministère des Outre-mer, je m'attache à bousculer certains conservatismes et certaines lenteurs administratives. C'est vrai qu'être le 8e ministre des Outre-mer en 7 ans n'est pas facile. Le 6e en 2 ans montre bien la difficulté. C'est aussi le sens du choix du Premier ministre d'élever le ministère des Outre-mer au rang de ministère d'État. Ça ne me donne que des devoirs. En tout cas, c'est un moyen de porter un changement que je voudrais radical dans notre rapport à ces territoires. Car enfin, se demander, et je termine, ce qu'est la France outre-mer, doit nous conduire, au fond, à réinventer notre relation avec elle. On pense alors tout de suite à la question institutionnelle. Le rapport de Philippe Gosselin et David Riemann sur l'avenir institutionnel des Outre-mer nous livre, je crois, de nombreuses et précieuses pistes. Je n'ai sur ce sujet aucun tabou. La dichotomie entre les articles 73 et 74 de la Constitution apparaît sans doute désuète aujourd'hui. Nous pourrions envisager un cadre unique offrant la possibilité de différenciation qui serait précisée par des lois organiques. Chaque territoire doit être regardé avec ses spécificités, qu'il soit réticent à toute évolution majeure, comme la Réunion, en tout cas je connais les tenants du débat, ou déjà très engagé dans l'autonomie comme la Polynésie française. Mais nous devons avancer de façon pragmatique, concertée, avec, si je puis me permettre cette remarque, avec pour seule boussole l'efficacité des politiques publiques. Nous devons aussi respecter certaines spécificités, notamment le droit coutumier, comme en matière de foncier à Wallis et Futuna, par exemple. L'aspiration institutionnelle ne doit pas, cependant et enfin, être une manière d'éviter les problématiques économiques et sociales qui sont devant nous, et notamment la lutte contre la vie chère. Je me méfie d'une surenchère ou d'une fuite en avant institutionnelle pour ne pas traiter ces questions de fond. Mais le changement de relation auquel je pense est plus profond encore. Nous passons notre temps à dire que les Outre-mer nous font rayonner. Il est pour moi grand temps qu'ils rayonnent aussi par eux-mêmes et pour eux-mêmes. J'évoquais l'environnement régional et l'adaptation des normes. C'est aussi dans cet esprit que j'ai proposé d'ouvrir un débat que je sais compliqué, que j'ai proposé d'ouvrir le débat sur l'exploitation des hydrocarbures en Guyane. Pas seulement des hydrocarbures, il y a le sujet de l'or ou de la pêche, mais notamment des hydrocarbures. Tous les élus, ou presque tous les élus, le demandent. De quel droit refuserions-nous de nous poser la question, alors que tous les voisins, Suriname, Guyana et probablement bientôt Brésil, ont franchi le pas? Et si on peut mettre fin au parisianisme de l'appareil d'État, ça serait aussi une bonne chose. Et je le répète, je souhaite que l'on cesse d'infantiliser les ultramarins. Je veux qu'on écoute les élus, évidemment avec des positions qui peuvent être contradictoires, les populations, et que l'on cesse de refuser de manière unilatérale depuis Paris d'écouter et même maintenant de débattre. Il n'y a pas meilleur moyen pour éloigner ces territoires de la République. Vous le voyez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, il reste beaucoup à faire, beaucoup à construire encore. Le plus dur est aussi le plus important.
la confiance et la justice. La République est a priori partout chez elle, mais il faut aussi que tout le monde se sente chez soi dans la République et dans la France. Voilà, Monsieur le Président, quelques-unes des orientations qui sont les miennes, mais je suis évidemment à votre disposition pour répondre aux questions et aux interpellations des députés ici présents. Merci, Monsieur le Ministre, merci beaucoup. Je vais tout de suite passer la parole à Marie-France Leroux pour le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Depuis près de 2 semaines, le gouvernement échange avec les différents partis de la Nouvelle-Calédonie. À l'occasion de ces discussions, vous avez notamment pu, Monsieur le Ministre, entendre la position des indépendantistes du FLNKS, comme les formations non indépendantistes du territoire. En premier lieu, pouvez-vous nous dresser le bilan devant les commissaires aux lois de l'état des discussions après cette rencontre bilatérale ? Par ailleurs, vous indiquiez récemment vouloir préparer un compromis entre les positions antagonistes loyalistes et indépendantistes. Vous soulignez récemment, sur le fondement de l'accord de Nouméa signé en 1998, que la trajectoire était celle d'une souveraineté partagée à une souveraineté pleine et entière, tout en indiquant être, à titre personnel, opposé à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et en posant la notion de souveraineté avec la France comme principe. Pouvez-vous clarifier la position que compte adopter le gouvernement face à ces déclarations qui peuvent paraître au premier abord contradictoires ? Enfin, vous nous l'avez dit, vous vous rendez à Nouméa le 22 février pour un peu plus d'1 semaine dans la perspective de continuer la discussion. Quelles seront les priorités du gouvernement à l'occasion de ce déplacement ? Quelles réponses entendez-vous donner à nos compatriotes calédoniens qui subissent de plein fouet le chômage et le revers d'une crise sociale en plein essor ? Je vous remercie. Merci. Mouireni Frébault pour l'Ensemble pour la République. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, les Outre-mer ne sont pas de simples prolongements de l'Hexagone. Ce sont des terres de peuples, d'histoire, de culture et de défis immenses. Trop souvent, nous sommes enfermés dans des schémas dépassés, des réponses uniformisées qui ne tiennent ni compte des réalités locales, ni des aspirations de nos populations. L'Outre-mer, c'est 3 océans, mais une même attente, être traité avec respect et ambition. Nous, ultramarins, avons besoin d'une égalité réelle par des réponses différenciées et adaptées. La vie chère nous étouffe, les inégalités nous fracturent et nous attendons du gouvernement une politique qui rompe avec les demi-mesures et les ajustements à la marge. Au-delà des enjeux transversaux, chaque bassin maritime, Atlantique, Indien, Pacifique, a ses spécificités. Chaque statut exige une réponse sur mesure. Dans le Pacifique, nos réalités sont spécifiques. En Polynésie, l'électricité est un luxe pour trop de familles. Comment justifier que nous ne bénéficions toujours pas de la péréquation nationale ? Pourquoi l'énergie, ressource vitale, est-elle plus chère chez nous que partout ailleurs en France ? Cette injustice ne peut plus durer et je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir été le premier à accepter d'avancer sur ce sujet. Nous espérons que vous êtes prêts à mettre en place une stratégie réellement différenciée et ambitieuse à la hauteur de nos attentes. Les Outre-mer ne demandent pas des promesses, mais on a besoin du courage et de l'expérience d'un homme d'État tel que vous. Je souhaite terminer mon propos sur la Nouvelle-Calédonie, où l'urgence, comme vous l'avez dit, est avant tout politique et économique. La stabilité institutionnelle est essentielle pour assurer l'avenir des Calédoniens, un avenir dans la France qu'ils ont pu rappeler à 3 reprises lors de référendums. En Polynésie, nous ressentons les répercussions des événements survenus depuis mai 2024. Vous l'avez rappelé, un cycle de discussion est engagé et vous vous rendez prochainement sur le Caillou. Pendant ce temps, à Paris, certains alimentent les polémiques et attisent les divisions en évoquant des ambiguïtés inacceptables du gouvernement, cherchant ainsi à empêcher tout accord entre les partis. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous le positionnement du gouvernement dans les discussions calédoniennes ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Philippe Nilor pour la France Insoumise. Face à la crise persistante du logement et aux besoins élevés en matière de réhabilitation, de nombreuses familles propriétaires précaires et des personnes âgées de Martinique et de Guadeloupe ont adhéré par le biais des opérateurs sociaux au dispositif prévu par l'article 199.1.2 du Code général des impôts mis en œuvre par la société NB Finance. Aujourd'hui, ces familles se retrouvent en extrême difficulté pour retrouver la pleine propriété de leur logement en raison d'un redressement fiscal massif touchant les investisseurs ayant financé les travaux de réhabilitation. Instauré par la LODEOM, ce dispositif fiscal
inédit ouvrait droit à une réduction d'impôt sur le revenu au titre des travaux de réhabilitation portant sur des logements achevés depuis plus de 20 ans, destinés à être donnés en location à un organisme de logement social dans les départements d'outre-mer, qui lui-même les donnait en sous-location aux bénéficiaires pendant 5 ans. À l'issue de cette période de 5 ans, le dispositif prévoyait une cession par les investisseurs de toute leur part au bénéfice des bénéficiaires, à l'euro symbolique. Or, ce processus de rétrocession est à ce jour paralysé pour nombre de dossiers de 2015-2016, au motif allégué du non-respect du seuil de 5% de subvention publique par voie de conséquence de l'opposition des investisseurs ayant fait l'objet de reprise de leur avantage fiscal, mais également du coût très élevé des opérations de liquidation de partage des SCI. Bref, ces familles précaires sont aujourd'hui des associés prisonniers. Et sachant que la condition des 5% de financement public a été en 2017 levée grâce au combat de parlementaires, dont moi à l'époque, ne pourrait-on pas envisager, nous devrions envisager des mesures spécifiques pour débloquer ces situations? Cette problématique est particulièrement préoccupante car elle intervient dans un contexte de prédation et de spéculation foncière qui exclut de plus en plus les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais de l'accès à la propriété foncière. Au moment où nos terres sont vendues sur Internet au plus offrant à des gens qui n'ont jamais mis les pieds chez nous, nous vous demandons, Monsieur le ministre, d'être sensible à cette situation et de travailler avec nous à trouver une sortie digne par le haut, par la mise en œuvre de mesures spéciales, y compris financières, y compris affronter Bercy, de nature à apaiser la colère des populations dont la propriété est aujourd'hui remise en cause. Je vous remercie. Merci. La parole est à Giovanni William pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, chez moi, on dit « banane jaune pas qu'à venir vite », ce qui veut dire que les bananes jaunes ne peuvent pas devenir vertes. Ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Monsieur le ministre, nous faisons déjà seuls, avec les moyens qui sont les nôtres. Le groupe socialiste dans sa niche a apporté une réponse urgente, notamment sur la question de la vie chère. Comme vous le savez, nous n'attendons finalement plus beaucoup de choses, plus trop de choses de la part de ce gouvernement. La nature a horreur du vide. Et faute d'initiative du gouvernement, nous souhaiterons prendre notre destin en main. Et lorsque nous vous indiquons clairement nos ambitions, qu'elles soient autonomistes, qu'elles soient indépendantistes pour les uns ou pour les autres, nous découvrons subitement des freins économiques, législatifs de toutes sortes. D'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie en sait quelque chose. Si je parle de la Guyane qui demande une réforme de son code minier, bizarrement, on n'entend pas grand-chose. La question de la démographie, Monsieur le ministre, Bumidum, on demande un Bumidum inversé, à ce qu'on puisse avoir un repeuplement de nos territoires. Qu'en est-il? Quelles sont vos propositions à ce sujet? Vous savez, l'activité d'assistance médicale à la procréation en Martinique risque de mourir. Avez-vous des solutions pour apporter à nos populations? Monsieur le ministre, je souhaite donc vous entendre et au-delà de vous entendre, voir ce que la France attend des Outre-mer et ce que nous pouvons attendre d'elle. Parce que de toutes les manières, nous n'allons pas attendre indéfiniment. Les peuples des Outre-mer sont éveillés, les forces vives sont en synergie, et il faut donc agir, et nous avons l'obligation d'agir. Merci. Merci beaucoup. Philippe Gosselin pour le groupe Droite républicaine. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre de votre présence. Beaucoup de sujets, évidemment, c'est presque une fresque quand on commence à parler des Outre-mer. Il y a toute cette diversité de territoires, cette diversité de cultures, d'histoires. Et ce n'est pas simplement, vous les avez évoqués, les 2,5 millions, 2,6 millions de nos concitoyens ultramarins, c'est aussi tous ceux qui sont sur le sol hexagonal. Et en réalité, c'est bien plus que cela, et le sujet ne se résume pas au nombre, bien évidemment. Beaucoup de sujets ont été abordés. Merci, et le président Riemann n'était pas encore arrivé à ce moment-là, mais merci d'avoir cité le rapport que nous avons commis avec Davy il y a quelques semaines. Je crois qu'il y a effectivement un certain nombre d'éléments statutaires qui peuvent être très utiles. Vous avez évoqué des normes qu'il faudrait simplifier. On cite aussi beaucoup d'exemples de normes qui trouvent à s'appliquer, mais qui sont complètement déplacées. C'est vrai à Mayotte par rapport à du
du poisson qui vient de l'île Maurice et le bois de Mayotte que vous évoquiez, mais ça pourrait être aussi certaines voitures ou certains éléments de voitures à Saint-Pierre et Miquelon, j'en passe et des meilleurs. Je crois qu'il faut vraiment que l'État fasse preuve non seulement de bonne volonté, mais s'active sur ces sujets qui en réalité empoisonnent la vie au quotidien. Et sont pris comme autant de freins, d'éléments vexatoires et qui sont de plus en plus incompréhensibles et à juste titre pour nos concitoyens. Je crois qu'il faut aussi qu'il y ait une vision claire de la France, de ces territoires qui incluent aussi forcément ceux d'outre-mer. Je partage avec vous le fait que la réforme statutaire n'est pas l'alpha et l'oméga, évidemment, dans les territoires ultramarins. Alors pour être plus précis et zoomer sur quelques éléments, on a à Mayotte un premier texte qui a été voté sur la reconstruction. Vous avez évoqué un autre texte, c'est 4 minutes, monsieur? Non, monsieur le Président, vous me regardez, c'est 2. Alors, comme j'avais oublié, je fais très vite en 2 minutes. Enfin, non, je suspends en 20 secondes. Je vous prie de m'excuser, je me suis laissé emporter, mais on n'a jamais assez de temps pour parler des Outre-mer. Et donc, sujet sur le calendrier du second étage de la fusée. Premier point, préciser un peu les éléments de discussion et d'échange en Nouvelle-Calédonie. Et dernier point sur le SIOM, sauf erreur de ma part, vous en avez peu parlé ou pas parlé, quelques éléments à la fois de calendrier et puis de contenu. Je vous remercie et je vous remercie, mes chers collègues, pour ce dépassement. Merci. J'avais laissé aussi Jean-Philippe Nilor dépasser. Il me semble que le sujet le mérite. Stevie Gustave pour le groupe écologiste et apparenté. Ne dépassez pas tous quand même, parce qu'à un moment donné, je vais devoir trancher dans le vif. Allez-y, je vous en prie. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés et collaborateurs, je souhaite vous parler aujourd'hui d'un sujet simple mais primordial, l'eau. L'eau doit être un bien commun et une source naturelle partagée. Pourtant, aujourd'hui, une grande partie de nos concitoyens n'ont pas accès à l'eau potable de qualité. Comment accepter qu'en 2025, des foyers soient encore privés d'un accès fiable à l'eau potable? Trouvez-vous cela normal qu'un tiers de la population mahoraise, avant même le passage du cyclone Chido, n'avait pas accès à l'eau courante? Que 15% de la population de Guyane n'ait pas accès à l'eau? Ou qu'un habitant sur 2 à La Réunion ne puisse pas boire l'eau du robinet parce qu'elle est impropre à la consommation? Et là, c'est sans parler du scandale du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, qui contamine nos sols, nos eaux et les corps. Trouvez-vous cela normal que nos territoires ne disposent pas d'infrastructures d'assainissement à la hauteur? Tout cela, Monsieur le Ministre, est intolérable, oui, intolérable. Le service public de l'eau se détériore et la France ne respecte pas aujourd'hui ses engagements européens sur l'eau en Outre-mer. Pourtant, l'eau est un service public qui doit être garanti à nos concitoyens. Il doit sortir de la logique marchande des monopoles privés, en Outre-mer comme en métropole. Sa qualité doit être assurée et la santé de nos concitoyens doit être protégée. Nous examinerons demain la proposition de loi des écologistes portée par mon collègue Jean-Claude Rau. J'espère que notre hémicycle saisira cette occasion de protéger durablement la qualité de l'eau potable en Hexagone et dans nos territoires d'outre-mer. Mais nos efforts ne doivent pas s'arrêter là. Nous devons avoir une obsession, que tous nos concitoyens, y compris nos concitoyens ultramarins, aient accès à l'eau potable dès demain. Ma question est simple, Monsieur le Ministre. Qu'allez-vous faire pour assurer le droit à accéder à l'eau potable de qualité qui ne mette pas en danger la santé des personnes sur l'ensemble des territoires ultramarins? Je vous remercie. Merci. Vous avez respecté votre temps de parole. Très bien. Anne Bergantz pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Chers collègues, ma question pourra vous permettre, je pense, de développer un point que vous avez évoqué dans vos propos liminaires. Vous avez récemment annoncé au cours d'une interview votre intention de rouvrir le débat sur l'exploitation d'hydrocarbures en Guyane, en réponse à une demande forte des élus locaux de tous bords. Vous pointez notamment le fait que les pays voisins, tels que le Suriname ou le Guyana, ont déjà commencé à capter des investissements pour exploiter des gisements de leur sol, tandis que la France reste en retard dans ce domaine. Pouvez-vous en dire davantage sur la forme que prendrait cette reprise de débat? Toujours en Guyane, la Guyane possède dans son sol de prodigieuses ressources en or, dont l'extraction a été stoppée depuis l'abandon du projet minier Montagne d'Or,
et ce alors même que l'orpaillage illégal est particulièrement développé en Guyane. Est-il d'après vous possible de concilier l'exploitation des ressources en or qui pourraient contribuer au développement économique local et l'impératif respect de nos exigences sanitaires et environnementales? Je vous remercie. Merci. La parole est à Agnès Firmin-Lebaudot pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour vos propos liminaires qui, comme l'a dit mon collègue Philippe Gosselin, nous permet de se focaliser sur un focus un peu particulier, dont les sujets nombreux à évoquer sont aussi importants les uns que les autres. Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la volonté que vous avez de maintenir et de développer le RSMA, qui est un vrai bel outil d'éducation, et les mesures apportées à la fois par le gouvernement et les acteurs locaux sur la vie chère. Vous avez parlé d'un sujet que sont les violences conjugales, qui sont, on le sait, un vrai fléau sociétal, malgré la mobilisation croissante des pouvoirs publics. Dans notre pays, en 2023, ce sont 271 000 femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Les territoires d'outre-mer, vous l'avez souligné, ne font pas exception à ce constat. Pire encore, il y a une prévalence de ces violences plus importante qu'en Hexagone. Entre 2022 et 2023, les violences intrafamiliales ont augmenté de 13% dans l'ensemble des TOM et de 6% dans l'ensemble des DROM, contre 7% en France hexagonale. Les conclusions tirées par le rapport de la coordinatrice interministérielle déléguée aux luttes contre les violences faites aux femmes en outre-mer, Justine Bénin, remis à votre prédécesseur, sont à ce titre éclairantes. Elles identifient en effet les causes de ces disparités, qui sont autant de facteurs aggravants propres aux outre-mer: la précarité économique et sociale des femmes, les difficultés d'accès aux droits, ou encore le problème d'addiction, alcool, cannabis, voire des drogues dures. Monsieur le ministre, quelles solutions concrètes et adaptées à l'ensemble des territoires ultramarins comptez-vous apporter pour lutter contre les violences conjugales et plus largement intrafamiliales dans ces territoires? J'ai une deuxième question concernant le développement du plan Chlordécone. Qu'en est-il notamment dans ce plan de l'accès au dépistage gratuit, notamment en Guadeloupe et en Martinique? Et puis un troisième point concernant le calendrier du SIOM. J'avais, avec mon collègue Philippe Vigier, lancé une mission IGAS sur l'accès aux soins et notamment l'accès au cancer, au traitement du cancer en Martinique. Qu'en est-il de cette mission IGAS? Je vous remercie. Merci. La parole est à Olivier Servat pour le groupe Lyot. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. L'instabilité politique n'aura pas épargné nos territoires ultramarins. La succession de ministres des Outre-mer n'aura eu qu'un seul résultat. Les demandes de nos concitoyens ultramarins s'accumulent sans trouver de réponse. Je vais aborder deux sujets. Premièrement, d'abord, encore et toujours la cherté de la vie en Outre-mer. Il y a une exaspération de la population sur ce sujet et je pèse mes mots. La réalité, c'est qu'à chaque fois, on observe le même schéma. Les députés ultramarins portent des revendications légitimes de la population. Le gouvernement nous fait beaucoup de promesses et à chaque fois, peu ou pas de résultats. À mes yeux, il y a une forme de malhonnêteté de l'État. Je vais prendre un exemple concret sur lequel notre groupe Lyot et les autres groupes n'ont cessé de se battre, la taxation des billets d'avion à destination des Outre-mer. Nous avons lutté contre toute hausse. Votre prédécesseur s'était engagé à protéger les Outre-mer. Pour quel résultat? La hausse va s'appliquer et va toucher 3,5 millions d'ultramarins. La compensation prévue est manifestement insuffisante. Après ça, comment peut-on parler de continuité territoriale? Désormais, on nous parle de négociations avec la Commission européenne. Quel en est le calendrier? Peut-on espérer revoir à la hausse la compensation pour couvrir l'ensemble des usagers impactés? Deuxième sujet, Monsieur le Premier ministre, il s'agit de Marie-Galante en Guadeloupe. L'usine de sucrerie-romerie de Marie-Galante est au bord du gouffre financier. Là encore, je remarque qu'en dépit des alertes des élus, il faut toujours attendre que la situation s'enflamme pour espérer une réponse de l'État. La réalité, c'est qu'en dépit des travaux de modernisation, l'État ne tient pas ses promesses et n'a pas versé 4,8 millions d'euros de subventions. Monsieur le Premier ministre, il faut prendre la mesure de ce dossier. Il est question de 1200 emplois et de l'équilibre économique sur l'île de Marie-Galante. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à Paris, on multiplie les discours disant qu'il faut privilégier l'agriculture locale, qu'il faut préserver les filières françaises, et sur le terrain, on fait tout l'inverse et on prend des décisions qui mettent en péril l'économie locale. Au fond, tout est affaire de confiance. C'est vrai pour ce dossier et pour tous les autres évoqués par mes collègues. Cette confiance doit passer par des actes. C'est le seul moyen de prouver que l'État se soucie des citoyens et des territoires ultramarins. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie.
Merci. Emeline Kerbidi pour le groupe GDR. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. J'emploierai mes 2 minutes à vous poser des questions très concrètes puisque le temps m'est compté. Et je commencerai par la vie chère. Vous avez pris position publiquement contre les abus du groupe GBH. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les mesures concrètes que vous comptez mettre en œuvre pour lutter contre la vie chère? Peut-on parler désormais de moyens de contrôle des prix et des marges, de blocage des prix, des moyens et des pouvoirs de l'OPMR? Que comptez-vous faire pour maîtriser les appétits gargantuesques de ces grands groupes qui étranglent les ultramarins? Jusqu'à présent, vous nous avez annoncé une mesure concrète, la suppression de la TVA et de l'octroi de mer sur les prix des produits du bouclier qualité-prix, mais quid du contrôle des marges, puisque vous admettez vous-même que l'on ne peut pas faire confiance à ces grands groupes? Est-ce que nous allons les laisser augmenter leurs marges à la faveur de la suppression de la TVA et de l'octroi de mer? D'ailleurs, sur l'octroi de mer, je note, contrairement à vos prédécesseurs à ce même poste, que vous ne pointez plus du doigt systématiquement l'octroi de mer comme le principal cause de la vie chère. Est-ce que cela signifie que vous avez abandonné, vous et votre ministère, l'idée de supprimer l'octroi de mer? À ce sujet, nous souhaiterions être rassurés. Vous savez à quel point nous y sommes attachés comme étant une ressource essentielle de nos collectivités locales et un moyen d'autonomie financière de nos territoires. Le deuxième sujet que je souhaiterais aborder est celui de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Je ne reprendrai pas le parcours législatif rocambolesque de l'augmentation de la TSBA, mais la CMP l'a réintroduit avec une exception pour les Outre-mer, sous condition d'autorisation de la Commission européenne. Il se trouve qu'il existe un précédent. Le PLF en 2020 avait déjà prévu ce mécanisme avec l'éco-contribution aérienne et depuis 2020, aucune exonération n'est intervenue. Nos territoires n'ont jamais été épargnés et les gouvernements successifs interrogés à ce propos n'ont même jamais justifié avoir demandé l'exonération à la Commission européenne. Et pour le reste, je reviendrai. J'ai encore plein de questions. D'accord, mais une autre fois alors. Sophie Ricourt-Vaginet pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, grâce à nos Outre-mer, la France, vous l'avez indiqué dans vos propos liminaires, possède la 2e plus grande zone économique exclusive au monde, avec plus de 10 millions de kilomètres carrés. Pourtant, cette immense richesse maritime est mal protégée, sous-exploitée et de plus en plus menacée. La première menace, c'est la pêche illégale. Des flottes étrangères, notamment chinoises et indonésiennes, pillent nos ressources maritimes, asphyxiant les pêcheurs locaux. En Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, chaque année, ces activités illégales représentent plusieurs centaines de millions d'euros de pertes pour les économies locales et menacent la biodiversité. Malgré cela, les contrôles restent sporadiques et les sanctions peu dissuasives. Deuxième menace, le trafic de drogue et la contrebande. Vous en avez aussi rapidement parlé. Les Antilles et la Guyane sont devenus la plaque tournante du narcotrafic et les incursions maritimes étrangères se multiplient. Nos forces de sécurité font face à un flot constant de go-fast et de navires clandestins et les moyens mis à leur disposition sont loin d'être suffisants pour enrayer ce phénomène. Troisième menace, les incursions étrangères et la souveraineté française. Nos territoires ultramarins font face à des violations régulières de leur espace maritime par des navires étrangers mettant directement en cause notre souveraineté. La Chine, par exemple, ne se prive pas d'explorer nos eaux en Polynésie, tandis que dans l'océan Indien, les menaces liées à la piraterie et aux tensions géopolitiques s'intensifient. Face à ces menaces, la réponse de l'État est dramatiquement insuffisante. Les forces de la Marine nationale ne disposent que de 6 patrouilleurs pour surveiller 10 millions de kilomètres carrés, un chiffre dérisoire face aux enjeux. Nos moyens de renseignement maritime, comme satellites, drones ou radars, sont sous-exploités, alors que d'autres puissances investissent massivement dans leur protection maritime. Nos textes législatifs sont inadaptés. Ils ne donnent pas aux autorités locales la capacité d'intervenir rapidement face aux incursions illégales et au pillage de nos ressources. Monsieur le ministre, allez-vous engager un véritable plan de souveraineté maritime pour les Outre-mer? Comptez-vous renforcer nos moyens militaires et législatifs pour que la France puisse véritablement protéger ses eaux
et affirmer son autorité sur ces territoires ultramarins. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous laisse nous faire part de vos réponses, de vos analyses, et puis nous aurons une seconde série de 6 questions. Monsieur le ministre d'État. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les députés. Marie-France Leroux, Moréani Frébault et Philippe Gosselin ont interrogé chacun sur la Nouvelle-Calédonie et le bilan de l'état des discussions. À la demande du Premier ministre, qui avait invité l'ensemble des partenaires et des groupes politiques représentés au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, je les ai reçus pour un dialogue à Paris du 4 au 9 février. Nous avons passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Vous les avez souvent aussi rencontrés ici à l'Assemblée nationale, avec une volonté, c'est de dépasser les blocages, les peurs, d'apaiser les tensions et de construire ensemble une issue positive, durable, porteuse d'avenir et de stabilité pour la Nouvelle-Calédonie. Au fond, il y a 3 constats majeurs qui émergent de ces discussions. La gravité du moment, je le disais tout à l'heure, une économie par terre et des fractures profondes, des morts en mai dernier. La gravité du moment qui impose la responsabilité. Et l'histoire récente nous oblige à dépasser des clivages qui existent, bien sûr, pour éviter toute nouvelle escalade. C'est ma première responsabilité. Deuxième constat, c'est la volonté d'un compromis politique. Et je crois que chacun, évidemment, l'aborde avec la même préoccupation. Enfin, la sortie de l'accord de Nouméa ne peut être envisagée sans une réflexion approfondie, éclairée malheureusement par les enseignements des événements de mai-juin 2024. Et d'ailleurs, nous évoluons dans un cadre assez différent ou sensiblement différent de celui de 1988 ou 1998 pour ceux qui les ont vécus ou qui ont évidemment de la mémoire. Je réponds à la question sur l'accord de Nouméa. J'ai répondu d'ailleurs je le disais, à Emmanuel Djibaou à l'Assemblée nationale. Ça reste le socle de référence, même s'il faut définir évidemment une nouvelle étape. Mais l'accord de Nouméa demeure notre fondement juridique et politique. Il est dans la Constitution. On ne peut pas le remettre en cause. D'ailleurs, le Conseil d'État a toujours rappelé que tant qu'il n'y avait pas un autre accord, un autre statut, une autre organisation politique, c'est ces accords de Nouméa qui prévalaient. Mais évidemment, le moment est venu d'écrire une nouvelle page. Et loin de certaines interprétations médiatiques que je peux comprendre de ces débats politiques, et il s'agit aussi de préparer mon arrivée sur place, il s'agit avant tout, et chaque mot est important, d'appréhender la trajectoire engagée par cet accord en tenant compte bien évidemment des résultats des 3 référendums, des évolutions politiques récentes, mais aussi des violences de mai 2024, je le répète. Il y a un avant et un après ces violences. Personne ne peut le nier. D'ailleurs, tous les acteurs politiques, indépendantistes ou non indépendantistes, le reconnaissent. Et les accords de Nouméa rappelaient qu'après les 3 référendums, s'ils avaient dit non à l'indépendance, il fallait examiner, j'ouvre les guillemets, la situation ainsi créée. Donc nous y sommes. Et le point 4 du préambule de l'accord de Nouméa souligne cette trajectoire évolutive, précisant que, c'était en 1998, que 10 ans plus tard, après les accords de Matignon, il convient d'ouvrir une nouvelle étape marquée par, je cite toujours, ce n'est pas Manuel Valls qui parle, un partage de souveraineté avec la France sur la voie de la pleine souveraineté. Ça, c'est des accords de Nouméa. Donc je le répète, il n'y a aucune surprise dans ces propos. Et d'accord, l'accord rappelait également que l'État reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à bénéficier à la fin de cette période d'une complète émancipation. Les 3 consultations référendaires de 2018 à 2021 ont toutes abouti à une réponse négative quant à l'accession à l'indépendance et à la pleine souveraineté, confirmant la volonté d'une majorité de Calédoniens de maintenir un lien avec la République française, 56,67%, puis 53,26%. Il convient de rappeler que les résultats des 2 premiers scrutins ont été largement reconnus avec des taux de participation élevés,
80,63% pour le premier en 2018 et 85,69% en 2020. Mais, plusieurs éléments nécessitent une réévaluation du cadre politique. Le troisième référendum, la troisième consultation, a été marqué par un taux d'abstention élevé, 56,13%, conséquence d'un boycott massif des indépendantistes, laissant un sentiment d'inachevé, un goût amer quant à l'issue du processus d'autodétermination. Ça ne remet pas en cause la légitimité, mais c'est un élément qu'il faut appréhender. Et puis les violences de mai 2024 ont marqué une rupture brutale, accentuant les fractures sociales et politiques et complexifiant la construction de ce que j'ai appelé, de ce qu'on a appelé un destin commun. Dans ce contexte, la réflexion sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie doit s'inscrire dans une approche à la fois sereine, pragmatique. Il s'agit de trouver un équilibre juste et durable entre des aspirations, et moi je reste optimiste, que je crois réconciliables, à condition, je le disais dans mon intervention, d'aborder ce défi avec beaucoup de responsabilité et beaucoup d'inventivité. Donc, si nous voulons avancer concrètement, il faut dépasser le 13 mai, retrouver l'apaisement, le dialogue et le consensus, c'est indispensable pour avancer, et puis mettre sur la table accords et désaccords et trouver les chemins, le chemin, les voies d'un accord. C'est à cela que je vais évidemment travailler. Il n'y a pas de contradiction dans mes propos, sinon le poids d'une très grande responsabilité, mais qui ne repose pas que sur moi, qui repose sur l'ensemble des acteurs calédoniens. Nous allons y travailler sur place. Je livrerai évidemment aux acteurs de la Nouvelle-Calédonie la primauté des pistes sur lesquelles nous allons avancer, avec méthode et un calendrier si possible, sans oublier, je le répète encore une fois, la priorité que nous devons donner aux questions économiques et sociales. Voilà, c'est dans cet état d'esprit que je me déplace. C'est vrai que j'ai parlé d'une souveraineté avec la France. Je reconnais qu'il faut nourrir ce concept. C'est ce à quoi nous allons bien sûr nous attacher. Encore une fois, moi, j'appelle lucidement à ce que chacun fasse preuve d'une très grande responsabilité. Vous savez, je comprends à la fois les aspirations à la pleine souveraineté des indépendantistes et je comprends parfaitement le profond attachement à la France de nos compatriotes qui sont contre l'indépendance. Je leur ai dit, je me suis mis, même si ce n'est pas évident, dans la tête de chacun pour essayer de comprendre comment on peut avancer. Il n'y a pas d'autre choix si l'on veut éviter la guerre civile et de nouveau les drames. Et je pense qu'il y a sur place des hommes et des femmes qui ont toutes la capacité, la responsabilité d'avancer. Voilà, c'est ce à quoi je m'attache et j'espère que dans l'Hexagone, et ici notamment au Parlement, personne n'alimentera les braises qui peuvent très vite de nouveau se transformer en incendie. Et je vous remercie, parce qu'ici il y a des gens qui connaissent bien le dossier, de nous y aider. Oui, mais vous savez, monsieur le député, les élus sur place, ils vivent sur place. Moi, je leur dis à chaque fois, même vous, vous habitez en Guyane, vous êtes un élu de ce territoire, ou de Martinique, pardon. Moi, je m'y rends et je repars. Eux, ils vivent là-bas. Ils vivent avec une histoire, des tensions, des problèmes économiques et sociaux lourds et des fractures. Donc, mon rôle, c'est d'essayer de trouver un chemin et moi, j'entends toutes les interventions. Toutes. Et ce qui m'inquiète toujours, c'est quand il y a des interventions des uns et des autres qui donnent le sentiment qu'au fond, on peut retrouver des tensions et pire. Il y a eu aussi des interventions, monsieur le député, qui rappelaient qu'il pouvait y avoir des morts de nouveau et que ça n'était peut-être pas forcément très grave. Non, ça n'est pas possible. Donc, de part et d'autre, je ne mets pas toujours les gens au même niveau, je ne sais pas s'il y a des extrémistes, je ne sais pas. Tous les interlocuteurs sont autour de la table. Tous. Et tous comme Lafleur et Djibaou, en se rappelant ce qui s'est passé,
doivent pouvoir avancer. Les fractures étaient immenses en 88. Elles sont très importantes cette fois-ci, dans un contexte différent, bien évidemment. Essayons d'avancer et en gardant à l'esprit les valeurs et les principes qui ont fait que la Nouvelle-Calédonie a représenté pour l'ensemble de nos compatriotes une réussite tout à fait exemplaire en termes de dialogue. Tout ça s'est en partie effondré au mois de mai dernier. Essayons de retrouver là, encore une fois, le chemin de la responsabilité. Monsieur Moréani-Frébault, vous m'avez aussi posé une question, où vous avez fait une remarque sur la question de la péréquation nationale électricité. Je vous remercie par ailleurs pour vos mots plus personnels. J'accepte évidemment un groupe de travail sur le sujet avec le ministre Marc Ferracci, et je pense que nous allons avancer ensemble. Jean-Philippe Nilor de la Martinique, vous avez évoqué un sujet qui est la question du logement. J'ai découvert en arrivant dans ma responsabilité que le décret d'application pour permettre le crédit d'impôt pour la réhabilitation des logements sociaux en Outre-mer, y compris hors des quartiers politiques de la ville, n'avait toujours pas été publié. Les acteurs du secteur ont par ailleurs signalé que le projet qui leur avait été présenté posait des critères tels que les opérations de réhabilitation seraient trop coûteuses pour être viables. J'ai demandé à mes services de retravailler avec le ministère du Logement et de l'Économie afin que soit publié rapidement un texte qui, tout en tenant compte des exigences de qualité de logement et des critères environnementaux, permette la viabilité des opérations de réhabilitation. L'objectif est de laisser aussi plus de temps aux bailleurs pour rattraper les dossiers qui n'ont pas été déposés en 2024. Sur votre deuxième question, il faut évidemment expertiser, on l'avait évoqué avec aussi l'un de vos collègues d'un autre département, la question du foncier, mais moi je me tiens à vos dispositions pour qu'on puisse travailler davantage sur ce sujet-là. Monsieur Giovanni William, j'ai bien entendu, il est où? Il est parti. Il ne m'a pas écouté et il n'a pas écouté mon intervention liminaire. Il n'entend pas ma réponse. Mais enfin, tout ça est enregistré. Puis, bien sûr. Il a évoqué la proposition de loi Bellet. J'ai soutenu son esprit, même si nous avions des accords. Nous avancerons ensemble. Moi, je comprends parfaitement qu'il y ait de la méfiance sur la parole de l'État. Je le dis par ailleurs, il y a un sport local qui existe partout, hein, pas que dans les Outre-mer. Tout le monde se met vite d'accord sur l'État, enfin pour lui taper dessus. Il y a aussi des responsabilités des acteurs économiques, sociaux, des collectivités territoriales. Je veux dire, il faut pouvoir avancer. Moi, je ne demande qu'à être cru sur les actes. J'ai avancé tout à l'heure, j'ai fait un certain nombre de propositions. Il y a d'autres propositions de loi qui vont être débattues au Sénat, notamment sur ce sujet-là. Je pense à celle de l'ancien ministre Victorin Lurel. Il y en a une autre de la sénatrice Bélim sur la question de l'encadrement des loyers. Le Sénat lui-même, à travers sa délégation, a fait un certain nombre de propositions. M. Giovanni William, qui arrive, a fait un certain nombre de propositions. Je pense que le gouvernement, si je trouve l'espace dans le calendrier parlementaire, doit être en capacité peut-être de ramasser l'ensemble de ces propositions et de formuler une proposition à travers un texte de loi. Mais en tout cas, ce que j'ai voulu indiquer à votre collègue Bellet, comme je le dirais à Victorin Lurel, nous nous sommes vus évidemment pour travailler sur ces sujets-là, il faut que nous avancions. Il faut qu'il y ait des actes. Moi, il ne s'agit pas de stigmatiser, d'attaquer des entreprises. Elles créent de la richesse, elles ont beaucoup d'emplois. Mais le terme d'étouffement de l'économie me semble assez juste, notamment dans des territoires qui sont évidemment petits, qui sont étroits du point de vue de l'économie, même si je crois beaucoup qu'il faut réformer l'économie, il faut que ces économies se déploient davantage à condition qu'on soit plus performant concernant les normes et les habilitations dans leur espace régional. J'ai déjà eu l'occasion de dire ce que je pensais de ce qui avait été donné au groupe Alliot à La Réunion, concernant Vendimia. Donc je l'ai déjà dit, je le regrette, même si après, il y a des éléments de contradiction, parce que si on ouvre la concurrence, il faut accepter aussi qu'il y ait des groupes qui viennent de voisins et d'autres pays.
Hein, il y a des groupes importants, l'État ne peut pas les inventer, il ne peut pas les imposer. Mais en tout état de cause, voilà l'état d'esprit, nous allons avancer sous votre surveillance, sous votre exigence, je n'en doute pas un seul instant. Je l'ai dit tout à l'heure, la question de l'autonomie des institutions, moi, j'ai pas de tabou. Ce que je sais, c'est que si nous n'avançons pas ensemble, et si le gouvernement ou l'État n'avance pas sur ces sujets-là, alors à ce moment-là, la confiance va finir par se rompre totalement, et la distance, elle va être de plus en plus importante. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas, et donc il faut que nous répondions à l'ensemble de ces sujets. Sur le sujet de l'aide médicale à la procréation. Alors, il y a sur la démographie, qui concerne notamment les Antilles, c'est un sujet angoissant pour vous et pour ces sociétés. Et j'en suis pleinement conscient. Beaucoup dépend à la fois de l'espoir que nous sommes capables de créer les uns et les autres, des conditions économiques et sociales demain, d'un certain nombre de mesures. Mais je crois que je le disais au Sénat, il y a toute une série de mesures, notamment sur l'aide au retour, par exemple. J'ai dû répondre à cette question il y a quelques jours, mais à l'Assemblée nationale comme au Sénat, mais ça ne suffira pas. Donc il faut créer un cercle vertueux. En disant ça, je ne dis pas grand-chose. Mais ça me paraît évidemment essentiel, pour que notamment les jeunes puissent rester ou puissent revenir. Mais vous avez posé une question concrète sur l'assistance médicale à la procréation en Martinique. Nous sommes en lien avec l'ARS. L'offre va être maintenue et augmentée. Il faut qu'on puisse bénéficier aussi de la mobilisation de la clinique Saint-Paul, du CHU et du laboratoire Eurofin. L'objectif, c'est ce qu'on me dit, hein, j'invente pas, c'est de passer de 250 ponctions en 2024 à 400 ponctions en toujours en 2026. C'est un sujet compliqué, très sensible, en tout état de cause, disponible évidemment pour en parler avec vous. Monsieur Philippe Gosselin, qui a ramassé son intervention, surtout à la fin, m'a interrogé sur la Nouvelle-Calédonie, j'ai apporté la réponse. Sur Mayotte, l'idée c'est d'avoir un texte prêt, mais avec les concertations nécessaires, et surtout sur la base du plan stratégique que le général Pascal Facon est en train de préparer, avec une équipe qui est à mes côtés, qui doit booster, dont le mot n'est pas le bon, qui doit mobiliser le travail interministériel et pousser l'ensemble des projets au plan local. C'est le préfigurateur de l'établissement public, mais c'est surtout le chef de cette mission, et doit élaborer un plan stratégique qui doit nous permettre de bien encadrer les travaux pour ce deuxième texte, qui j'espère pourrait être présenté en mars-mai au Conseil d'État et au Conseil des ministres, pour un examen en mai et en juin au Parlement. Voilà, j'espère qu'on avancera vite. M. Stevie Gustave, que je retrouve avec plaisir, qui était beaucoup plus long dans d'autres enceintes dans l'Essonne, et donc qui a parfaitement respecté le temps de parole, mais enfin c'est un clin d'œil. Vous avez raison, l'axe... Ah, il est parti. Il va revenir. Ah oui, bon. Bah, alors peut-être je vais attendre s'il vient, d'accord. D'accord, parfait, pardon. Madame Anne Bergantz, vous avez évoqué la question des hydrocarbures. Le débat, j'ai répondu à Georges Patient au Sénat, et puis parfois dans les couloirs de l'Assemblée nationale, nous avons évoqué avec le président de votre délégation ce sujet. Le débat, il peut s'ouvrir de mille manières. Il peut s'ouvrir par exemple avec une proposition de loi. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que mon propos consiste à cesser d'empêcher le débat. Cela ne préjuge, moi je ne suis pas un spécialiste, ni de la présence effective de pétrole, ni des modalités de son exploitation éventuelle. Dans l'hypothèse d'une dérogation à la loi Hulot, par exemple, au bénéfice de la seule Guyane, demeurait applicable l'ensemble des autres dispositions du Code minier et du Code de l'environnement. Il ne faut pas avoir peur du traitement de ce sujet.
Cela implique évidemment une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale accompagnant la demande de concession et d'une enquête publique. C'est des processus qui sont forcément lourds. Moi, je suis attaché au mieux-disant environnemental et à la préservation d'un écosystème tout à fait extraordinaire, qu'il soit en mer ou qu'il soit sur terre, en Guyane. Mais il y a une chose que je ne supporte pas, sur ce sujet comme sur d'autres, c'est l'hypocrisie. Il est hypocrite d'importer du pétrole de pays moins soucieux d'environnement que la France et de refuser alors que des pays jouxtant la Guyane le font. Donc on a cette proximité, donc il va se passer des choses. Des pays, je le disais tout à l'heure, comme le Suriname ou la Guyana, c'est le cas déjà du Brésil, vont voir leur société profondément transformée. Pas toujours d'ailleurs de manière maîtrisée comme nous pourrions le faire nous. Donc s'il devait y avoir du pétrole guyanais, son exploitation devra être exemplaire, évidemment, du point de vue de l'environnement. Mais moi je comprends tout à fait la demande des élus guyanais qui parlent au nom de leur population, nous disant mais nous avons là, c'est vrai pour la pêche, c'est vrai pour l'or, tout le débat sur la montagne d'or, et c'est vrai pour, et quand même, sur ce sujet, Monsieur le Président, 10 tonnes d'or en une est uniquement légale. Les nôtres sont le fruit de leur paillage clandestin, ou illégal, pas très clandestin d'ailleurs, illégal. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème de fond. Et sur le pétrole, là aussi, nous devons être capables d'aborder ce sujet. Et je suis convaincu qu'on répondrait là ainsi à la remarque que je faisais tout à l'heure. Ces territoires doivent pouvoir rayonner par eux-mêmes, à travers des ressources naturelles qu'ils doivent pouvoir maîtriser. Un fonds peut être créé, fonds souverain. Il y a différents dispositifs qui existent. Ça ne se fera pas en 6 mois. Mais en tout état de cause, ouvrons le débat. N'ayons pas peur de le traiter, parce que sinon, le sentiment que l'État, le gouvernement ou la loi refuserait aux habitants de la Guyane d'exploiter cette ressource qui leur permettrait un développement dont ils ont droit, ce débat deviendrait extrêmement tendu. Et d'une certaine manière, nous retrouverons la remarque du député William tout à l'heure sur le fait qu'on empêche ces territoires de se développer. Je sais le débat qui existe, y compris au sein du gouvernement, mais je veux uniquement qu'on pose les débats. Il ne peut pas y avoir une interdiction par principe. Madame Firmin-Lebaudot, Madame la ministre, vous avez abordé aussi la question de la violence faite aux femmes en Outre-mer. Le spectre des violences faites aux femmes, d'ailleurs, est large, des violences psychologiques au féminicide. Chaque territoire, je le disais tout à l'heure, a sa spécificité, mais il est un fait incontestable. Et il existe un problème de violence à l'encontre des femmes. Et il existe aussi des violences infrafamiliales tout à fait insupportables. Donc il faut, évidemment, avec ma collègue Aurore Berger, prendre le débat à bras-le-corps. Le rapport de Justine Bénin sera le point de départ du travail d'Aude Luquet, désormais coordinatrice interministérielle sur ces questions-là, au ministère des Outre-mer. Vous la connaissez, c'est une ancienne députée. Il faut prendre ce débat à bras-le-corps. C'est vraiment un des grands sujets. Nous pourrons le faire dès maintenant. Il sera aussi au cœur du comité interministériel aux Outre-mer. Sur la chlordécone, qu'on ne peut pas réduire seulement un sujet d'indemnisation, même si c'est un des points qu'il faut aborder. À mon sens, 3 actions sont indissociables. Toujours informer les citoyens sur les risques, protéger la santé des habitants et évidemment réparer les préjudices liés à la contamination. La stratégie chlordécone 4 a cet objet, elle mobilise 9 ministères. Le bilan à mi-parcours du plan, je sais qu'il peut y avoir des nuances, mais montre qu'il fonctionne. Mon souhait est d'accélérer sur ce plan. Il faut plus de prévention pour une alimentation sans chlordécone, plus d'analyse des sols, plus de chlorédéconomie. Donc on doit pouvoir travailler mieux sur ces sujets. Je veux aussi approfondir la question de l'indemnisation au-delà du mécanisme actuel en faveur des salariés exposés. Ce sera évidemment en lien avec les parlementaires. Désolé de parler du Sénat, mais ça montre que nous voulons nous appuyer sur les parlementaires. Le sénateur Théophile dépose une proposition de loi. Je ne sais pas si son groupe lui a donné finalement son accord. Si. Donc ça sera dans le cadre d'une initiative parlementaire.
Ça n'est évidemment pas un sujet uniquement agricole et de santé. Il y a toute une histoire derrière, profonde, qui touche vos territoires. L'État a évidemment sa part de responsabilité. Le président de la République actuelle l'avait reconnu en 2018. Ce n'est pas l'État qui a répondu à la chlordécone, ce sont des grands exploitants agricoles. Donc tous ces sujets-là doivent pouvoir être abordés. Parce que si on n'avance pas avec une grande clarté sur la mémoire, alors les malentendus, les ruptures que nous évoquions tout à l'heure continueront à exister. Le député Olivier Servat, toujours aussi exigeant à mon égard, et bienveillant. En plus, vous êtes bienveillant, mais ça, je ne pouvais pas le dire. Sinon, je l'aurais mis en difficulté. Regardez comment ils vous regardent déjà, certains. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit de la jalousie. Bon. Mais ça n'est pas le seul à évoquer la question de la taxation des billets d'avion à destination des Outre-mer. Je comprends parfaitement les débats. La continuité territoriale est un fondement essentiel de la solidarité. Et moi, je souhaite qu'elle se manifeste concrètement dans la vie quotidienne de nos compatriotes ultramarins. La DOM continuera à prendre en charge 100% des billets de nos nombreux compatriotes qui y sont déjà éligibles. Évidemment, ce n'est pas tout le monde. Les jeunes, les étudiants, les sportifs, les demandeurs d'emploi en formation, les évacuations sanitaires et les évasants continueront à être prises en charge à 100% par l'État. Les moyens de la DOM ont été confortés par la loi de finances. 16 millions supplémentaires ont été accordés par voie d'amendement pour lui permettre d'exercer ses missions et compenser donc l'augmentation de la taxe. Par ailleurs, comme vous l'indiquez justement, le dossier de notification à la Commission européenne du taux réduit de la taxe pour les destinations ultramarines est en cours de préparation à la Direction générale de l'aviation civile. Le gouvernement souhaite que le tarif réduit voté en loi de finances initiale puisse entrer en vigueur. Je vous précise tout de même que l'augmentation du tarif de solidarité est très souvent inférieure à 1% du prix du billet d'avion, moins de 5 € pour un aller, mais je comprends les bases du débat. J'ajoute que les taxes et dispositifs fiscaux ne sont qu'un aspect de la lutte contre les prix chers. J'accueille d'ailleurs comme une bonne nouvelle, mais il faut être vigilant, la baisse des prix des billets d'avion en janvier 2025 vers les Antilles et la Réunion, moins 11% pour la Réunion, 10% pour la Guadeloupe, et 16% pour la Martinique, soit une économie de 136 € pour la Martinique à titre d'exemple, mais je sais que tout ça peut évoluer selon les saisons et les prix, donc il va falloir être vigilant, comme il faut être vigilant d'ailleurs sur la situation de chacune de nos compagnies. Je suis aujourd'hui extrêmement attentif, évidemment, au débat qu'il y a entre la Commission européenne, j'ai eu déjà plusieurs fois la vice-présidente Ribera, et la compagnie Corsair. Sur le versement de l'aide au titre de la double insularité à la sucrerie Rhumerie de Marie-Galante, un de vos sujets pour 2019, 2020 et 2021, un de vos sujets de prédilection, vous battez évidemment pas seulement pour la sucrerie Rhumerie, mais pour l'ensemble de l'économie de Marie-Galante. Je vous l'ai dit hier, je crois. C'est pour moi un vrai dossier. Il y a des réunions d'arbitrage cette semaine, en lien avec Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, car cette aide est financée, vous le savez, sur son budget. Il y a une petite coquille dans la fiche qui m'était prête. Il y a écrit « Cette aide est financée sur son budget ». C'est un peu le cas. Moi, je souhaite que vraiment cet arbitrage aille dans ce sens, dans les heures qui viennent, et qu'on puisse vous donner une bonne nouvelle, parce que la culture de la canne occupe 45% des exploitations agricoles de l'île. Cette filière représente 12% des emplois agricoles à Marie-Galante. C'est 3 fois supérieur au reste de la Guadeloupe. La culture de la canne à sucre a un ancrage très prononcé à Marie-Galante. Donc, vous connaissez ma position. Je souhaite que l'arbitrage aille dans ce sens et qu'on puisse très vite l'annoncer dans les heures qui viennent. Et je fais confiance. Je vous fais confiance, monsieur le député, sur non seulement votre exigence, mais sur le fait que la sucrerie a, elle aussi, accompli un certain nombre de changements, de travaux, de normes qui permettent de répondre à tous les critères que l'État exigeait sur ce sujet. Madame Emeline Carbidi, j'étais complet tout à l'heure concernant la vie chère. J'avancerai encore. J'ai parlé du renforcement de l'autorité de la concurrence. Ça passe par des emplois pour celle-ci,
pour notamment qu'elle puisse mieux suivre les dossiers ultramarins. Je veux m'attaquer aux marges arrière. J'évoquais tout à l'heure, en répondant au député Giovanni William, aux différentes PPL. Et sur l'octroi de mer, j'ai dit qu'il fallait le réformer, le recentrer, pas le supprimer. Et je veux l'orienter, bien sûr, mais nous le ferons avec les élus, vers l'investissement, tout en préservant son autonomie et tout en préservant, l'autonomie fiscale des collectivités territoriales. Ça ne veut pas dire pour autant que nous ne réfléchissions pas demain à la question de la fiscalité, mais elle se pose de manière différente selon les territoires. Mais nous sommes dans un moment délicat d'un point de vue économique, nous l'avons dit tout à l'heure, donc ça n'est pas le moment de supprimer un dispositif qui existe, et donc il faut avancer avec un objectif, je le dis, il faut transformer les économies. En disant ça, je reconnais que c'est un véritable défi. Puis ça dépend des territoires. Ce sont des économies marquées par une forme de monopolisation de l'économie, je le disais tout à l'heure, par un poids très important de la fonction publique et par des situations en dessous du seuil de pauvreté, avec un filet social qui est celui de l'État, avec des situations extrêmement difficiles. Donc comment on arrive à faire bouger ces économies dans cette situation? Donc voilà, par l'investissement, par la concurrence, par une coopération régionale plus forte, en adaptant davantage les normes. Donc ça veut dire qu'on doit évoquer davantage l'habilitation. Bon voilà, sur tous ces sujets-là, on doit pouvoir avancer, en tout cas donner une orientation. C'est le sens de ce que j'ai essayé de vous dire. Rapidement, Madame Sophie Ricourt-Vaginet a évoqué la politique sécuritaire, la question de la sécurité maritime. Notre zone économique exclusive, je veux le rappeler, est d'abord protégée par les préfets et hauts commissaires délégués du gouvernement pour l'action de l'État en mer en lien étroit avec les forces armées. Ça doit rester. La lutte contre la pêche illicite s'effectue dans un cadre international et interministériel qui peut être amélioré. Les technologies de sites de type satellitaire et drones maritimes et aériens, ainsi que les bâtiments de la marine et des douanes, sont utilisés pour protéger nos ressources maritimes et côtières. Donc là-dessus, on ne doit pas abandonner, on doit renforcer ces moyens. Je ne peux que relayer vos exigences. La Marine nationale a lancé en 2019 la commande de 6 patrouilleurs outre-mer qui seront basés à Nouméa, Tahiti et à La Réunion. Un navire a été livré en Nouvelle-Calédonie en 2023, un autre en Polynésie française en 2024. Les 4 derniers seront livrés entre 2025 et 2026 et ils seront notamment équipés de drones de reconnaissance. Et puis nous étions réunis aussi ce matin autour du président de la République, j'en dis pas plus, mais parce que la question de la lutte contre le narcotrafic, la drogue, qui maintenant touche l'ensemble des territoires. Ce sont des sociétés qui peuvent s'effondrer. Je suis très attentif, très préoccupé par la situation en Guadeloupe et en Martinique, en Guyane aussi. Ce sont des sociétés qui peuvent s'effondrer sous la puissance du narcotrafic, de ce qu'elle apporte comme tentation, de la corruption qu'elle peut aussi développer. Donc il faut qu'on soit, à travers l'action de la justice, de la gendarmerie, de la police, de nos forces armées, de la coopération aussi. Il suffit qu'on ait un attaché de sécurité intérieure et qu'on renforce notre ambassade à Sainte-Lucie, par exemple, pour montrer qu'on peut là-dessus, sur ces sujets-là, travailler. Moi, je suis très attentif à ces questions-là. Le président de la collectivité territoriale de Martinique, Letchimi, m'a proposé qu'il y ait, à la fin de l'année, j'en parle évidemment avec Bruno Retailleau, une grande conférence sur tous ces sujets-là en Martinique, et qui ait un caractère régional. Donc, nous devons travailler sur ces sujets-là. Parce que le narcotrafic est un sujet qui est prioritaire au plan national. Vous en parlez de ce sujet, Monsieur le Président, mais il doit concerner aussi les Outre-mer. Enfin, je termine, j'essayais d'être complet, par les questions de Stevie Gustave. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme reconnu à l'échelle internationale. Il est terrible, hein. Le traitement de ces problématiques doit revêtir donc un caractère prioritaire pour nos Outre-mer. Et nous connaissons, et vous connaissez parfaitement, vous, ces sujets, sur les contraintes géographiques, relief, cloisonnement, climatique, régime pluvial, aléas. Nous l'avons aujourd'hui, de nouveau. L'un ou l'une d'entre vous l'a évoqué concernant Mayotte.
nous pouvons avoir de nouveau une crise de l'eau, comme celle que nous avons connue en 2023. Donc nous avons des infrastructures qui sont à l'épreuve. Il y a à la fois un problème de production, mais il y a surtout un problème de répartition, de livraison, d'approvisionnement de l'eau. Aucune résolution de cette problématique majeure sans une véritable structuration de la gouvernance locale, un renforcement des infrastructures, c'est le plan eau-DOM, comme levier essentiel, et un appel à la responsabilité aussi des entreprises privées qui agissent sur ce terrain. Donc, que ce soit pour Mayotte ou pour l'ensemble des territoires, nous devons en faire une priorité. C'est une priorité et il ne faut pas s'arrêter à l'élaboration des plans et des contrats. Je veillerai à ce que les résultats attendus dans le cadre du dialogue concerté avec les collectivités soient atteints par rapport au plan eau-DOM lancé en 2016 et actualisé l'année dernière. Dans l'intérêt des populations et des écosystèmes ultramarins, on doit être là au rendez-vous. Évidemment, nous avons une sécheresse importante dans une partie de la Réunion qui n'en avait pas connu ainsi. Il y a des sujets de ce type en Guyane et il y a évidemment la problématique de l'eau à Mayotte, je l'ai évoqué. C'est pour moi une des priorités de l'urgence que j'évoquais tout à l'heure concernant ce dernier territoire. Voilà, Monsieur le Président, pardon, j'ai voulu répondre de manière précise à chacune de la première série d'interventions. Merci, Monsieur le ministre d'État. Non, mais vous avez été complet, il le fallait. Ce sont des sujets sensibles qui intéressent au plus haut point la Commission des lois. Je vais passer la parole aux 6 députés qui se sont inscrits. Ce seront... J'ai peut-être mal entendu, mais sur le SIOM, j'ai... Monsieur Gosselin, pardon, il y a encore 6 questions. Et j'allais dire, mon cher collègue, vice-président par ailleurs de la Commission des lois, que nous voyons une proposition de loi, je le signale à chacun immédiatement après, je le dis pour tout le monde, elle sera examinée sans coupure jusqu'à la fin de son examen, et donc jusqu'à ce que nous ayons terminé. Je passe immédiatement la parole à Antoine Villedieu. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État. L'immigration clandestine en Outre-mer constitue aujourd'hui un défi majeur, à la fois en termes de sécurité, de cohésion sociale et de pression sur les infrastructures locales. À Mayotte, l'afflux massif de migrants en provenance des Comores a fait exploser la population qui a été multipliée par 5 en 40 ans. Selon l'INSEE, près d'1 habitant sur 2 est étranger et plus de 3/4 sont en situation irrégulière. Cette situation entraîne un effondrement des services publics, notamment en matière de santé et d'éducation, et crée un climat de tension sociale croissant, alimenté par une criminalité hors de contrôle. En Guyane, les flux migratoires clandestins en provenance du Brésil, du Suriname et d'Haïti participent activement à l'essor des réseaux criminels, notamment ceux liés à l'orpillage illégal. Cette situation pose un défi considérable en matière de contrôle des frontières et de maintien de l'ordre. Dans un territoire où l'immensité des espaces et la porosité des frontières rendent la tâche particulièrement complexe, face à ces réalités alarmantes, la France est-elle prête à contraindre les Comores, le Brésil ou encore le Suriname à reprendre systématiquement leurs ressortissants en situation irrégulière et si oui, par quels moyens diplomatiques? Je vous remercie. Merci. Yoann Gillet. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, autant que je m'en souvienne, tous les ministres des Outre-mer que nous avons vus passer, parfois furtivement, ont promis respect et reconnaissance à nos compatriotes ultramarins. Tous ont fait des promesses d'égalité républicaine, tant sur l'immigration, la justice sociale, le développement économique, la sécurité que le pouvoir d'achat. Monsieur le ministre, tous ont échoué. Nos compatriotes ultramarins, pour beaucoup, se sentent oubliés, abandonnés, se sentent citoyens de seconde zone. Plus qu'en métropole encore, l'outre-mer connaît une insécurité galopante. Plus qu'en métropole encore, l'immigration y est incontrôlée, je pense évidemment et principalement à Mayotte et à la Guyane. Plus qu'en métropole encore, le coût de la vie y est insoutenable, les infrastructures manquent. Lors de mes missions parlementaires en Guyane en 2023 et à Mayotte en 2024, j'ai pu constater la situation dramatique dans laquelle vivent nos compatriotes de ces territoires. Insécurité, manque de moyens pour nos forces de l'ordre, immigration incontrôlée, coût de la vie exorbitante, la réalité est loin d'être une carte postale. Sur le seul thème de l'immigration, vos propos, Monsieur le Ministre, dans lesquels vous vous opposez à la suppression du droit du sol, ne sont évidemment pas de nature à rassurer nos compatriotes sur votre volonté d'agir. Ils ne font que confirmer que vous vous inscrivez dans la continuité de vos prédécesseurs.
Sur ce thème, comme sur tout le reste, il y a pourtant tant à faire. Sur l'orpaillage illégal en Guyane, où la France doit agir plus concrètement et se donner des moyens d'éradiquer ce fléau. Sur l'insécurité, où les règlements de compte s'enchaînent en Guadeloupe et en Martinique, où les caillassages sont quotidiens à Mayotte, où les braquages et les tirs d'armes à feu sont monnaie courante en Guyane. Sur le trafic de stupéfiants très présent dans les Antilles, sur le fléau de la consommation de l'ice qui prolifère en Polynésie française, sur le prix de l'alimentation qui dépasse souvent de 40% ceux de la métropole dans la plupart des Outre-mer, sur le manque d'infrastructures indigne de la 7e puissance mondiale, sur l'accès à l'eau potable à Mayotte, en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à La Réunion, sur la crise de la filière du nickel, pourtant essentielle à l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Sur tous ces sujets, Monsieur le ministre, la France n'est pas au rendez-vous. Bien souvent, nos compatriotes ont l'impression d'être méprisés par ceux qui les gouvernent et on ne peut que partager leur écœurement. Chaque année, au moment du budget, les mêmes rustines sont proposées. Alors, Monsieur le ministre, allez-vous, vous aussi, fermer les yeux sur cette réalité ? Combien de temps encore nos compatriotes ultramarins devront-ils mendier l'égalité qui leur est due ? Et puisque vous allez me dire que vous avez conscience de la réalité et que vous avez la volonté d'agir, dites-nous concrètement ici ce que vous allez faire, comment, avec quel budget et dans quel délai. Le traitement réservé aux territoires ultramarins est indigne des valeurs de notre République. Le groupe Rassemblement National et sa présidente Marine Le Pen exigent de votre part des actes. Merci. Jean-Hugues Grattenon pour la France Insoumise, ensuite André Torigna. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous l'avez compris, les Outre-mer souffrent. L'océan Indien, avec La Réunion et Mayotte, est en train de faire face à une impasse en matière de dialogue et de coopération. Pire, les parlementaires d'extrême droite de Mayotte jouent à la provocation, allant même solliciter le gouvernement pour rappeler la loi aux élus de La Réunion afin de mettre fin à une discrimination infondée concernant la scolarisation d'enfants mahorais à La Réunion. Pourtant, sur notre territoire, les problèmes sont aussi immenses, classes surchargées, instituts sous pression, manque de logement. Comment expliquer aux Rayonnais qui cherchent un logement depuis des années que pour l'année 2005, un logement sur 3 livrés sera attribué à des familles du département d'à côté, que les classes seront encore plus surchargées à l'avenir? Ce n'est pas de la discrimination, c'est du bon sens. Par la même occasion, les députés de Mayotte, avec l'appui du Rassemblement national, oublient volontairement la question de l'égalité sociale entre La Réunion et Mayotte, c'est-à-dire entre la France et Mayotte. 14 ans après la départementalisation, les minima sociaux servis à Mayotte, SMIC, allocation chômage et RSA, sont encore largement inférieurs que dans les 100 autres départements. C'est pourquoi les Mahorais viennent, à juste raison, à La Réunion pour avoir de meilleures aides, de meilleures conditions de vie. Monsieur le ministre, pourquoi la solidarité nationale ne prime pas sur la solidarité rayonnaise? Pour quand l'égalité sociale à Mayotte? Et enfin, partagez-vous la position des 2 parlementaires de Mayotte vis-à-vis de La Réunion? Autre sujet, et pas les moindres, en septembre 2022, lors d'une visite à la prison du Port, j'ai alerté sur le transfert des détenus de Mayotte et le manque de suivi, pour ne pas dire l'abandon à l'issue de leur peine. Par la suite, j'avais adressé un courrier au préfet et j'ai dénoncé le transfert de violence en faisant notamment allusion à ces transferts de détenus. Des propos durs qui devraient faire réagir qu'à La Réunion est en danger. Les manifestations du 27 janvier, du 8 février 2025 pour dénoncer la délinquance rapatriée à La Réunion ont contraint l'État à commencer à faire bouger les choses en menant des opérations anti-gang. Mais nous savons tous que cela reste très insuffisant. Monsieur le ministre, quelle est votre position par rapport à cette montée de violence? Êtes-vous prêt à l'organisation d'une rencontre sans tabou avec les parlementaires rayonnais sur ce sujet spécifique? Merci. Donc la parole est à Karine Lebon. Non, André Torigna, pardonnez-moi, je vais me faire fâcher par André Torigna. Oui, je l'avais annoncé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à peine défait dans vos rêves ibériques, vous voilà refait ministre et remis en selle. Contrairement à Rocinante, le cheval de Don Quichotte, personnage humaniste qui acceptait ses échecs et se révoltait des injustices de son monde, votre dada à vous, c'était celui de l'identité nationale. Vous pourrez continuer à le chevaucher puisque Monsieur Bayrou l'a lui-même enfourché, parlant de submersion migratoire. Ce lien avec l'extrême droite ne vous pose pas de problème, vous l'avez déjà montré
au-delà des Pyrénées. Aujourd'hui, vous échouez sur des rivages lointains avec la responsabilité des territoires dits d'outre-mer, notamment Mayotte. La réponse de l'État au ravage du cyclone Chido ne fut pas à la hauteur de la situation alarmante. Des ordonnances pour réaliser vite et à bas prix la reconstruction, sans envisager de sortir le département le plus pauvre de France de sa misère et de combler le manque d'investissement. La situation socio-économique terrible dans laquelle se trouve Mayotte, 37% de chômage, 3/4 de la population sous le seuil de pauvreté, accès aux droits, à l'eau, au logement, à la santé, à l'école, tous défaillants, tout cela, c'est bien de la responsabilité de l'État qui délaisse l'archipel. Pendant que vous dissertez avec messieurs Retailleau et Darmanin sur la bonne manière de réduire le droit du sol, un peu, beaucoup, passionnément, peut-être à la folie, nous attendons de connaître le détail et les objectifs du projet de loi-programme pour Mayotte. Monsieur le ministre, changerez-vous de cheval de bataille pour monter au Sinante et en finir avec les inégalités de traitement en termes de prestations, comme le RSA actuellement 2 fois plus faible là-bas que dans l'Hexagone? Allez-vous abroger le visa territorialisé qui empêche la solidarité nationale d'accueillir les exilés en dehors de Mayotte? Ou bien allez-vous encore aggraver le régime juridique dérogatoire du département colonie de Mayotte qui maintient sa population dans une situation invivable? Je vous remercie pour toutes ces réponses. Merci André d'avoir respecté le temps de parole. La parole est à Karine Lebon, puis au président Riemann. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, aujourd'hui, 80% des ménages ultramarins sont éligibles au logement social, mais seuls 15% y ont accès. À La Réunion, ce sont 50 000 ménages qui sont toujours en attente de recevoir un logement social. Lorsqu'ils sont enfin livrés, les loyers de ces logements sont souvent bien trop élevés. Beaucoup, que ce soit dans le parc social ancien ou neuf, souffrent d'insalubrité ou de non-décence. Vous le savez, les logements dans nos territoires ultramarins se dégradent bien plus rapidement qu'ailleurs. Derrière ces chiffres, ce sont des familles entières qui s'entassent dans des logements insalubres, des travailleurs qui n'ont plus les moyens de se loger, des jeunes contraints d'abandonner leurs études faute de toit et des femmes seules qui se trouvent sans solution de logement. Ce n'est pourtant pas un problème d'argent puisqu'en effet, il y a de plus en plus de subventions et de moins en moins de logements sociaux livrés. Cette situation ne peut plus durer. C'est pourquoi j'avais fait adopter à l'unanimité, juste avant la dissolution, la création d'une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur la crise du logement social dans les Outre-mer. Malheureusement, les travaux n'ont jamais pu débuter. Pouvez-vous nous préciser ce qui, dans votre feuille de route, permettra de répondre rapidement à cette situation désastreuse? Et je souhaite également vous interroger sur la partie mémorielle de l'action de votre ministère. Nous avons eu l'occasion d'échanger longuement sur une proposition de loi que je redépose concernant une juste réparation, notamment financière, aux enfants réunionnais transplantés, autrement appelés enfants de la Creuse. La Réunion attend depuis trop longtemps que les victimes soient indemnisées. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me confirmer votre soutien à cette mesure tant attendue par les survivants, dont beaucoup ont eu une enfance particulièrement tragique? Et puisqu'il me reste un petit peu de temps, Monsieur le Président, je ne voudrais pas terminer sans aborder la question des contrats PEC et le désengagement programmé, annoncé de l'État à ce sujet. J'ai pu échanger avec la ministre du Travail qui restait assez floue à ce sujet. On passerait de 12 000 contrats PEC à 7 000 à La Réunion. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Merci beaucoup. Merci. Dernier intervenant, le président Riemann. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Ministre, je vous écoute avec une grande attention. Bon, ce n'est pas là ce soir que vous répondrez à toutes nos questions de façon factuelle, puisqu'il y en a qui mériteront échange et organisation au travers des rencontres qui sont prévues à venir dans les semaines et mois à venir, tant la chose est dantesque concernant nos territoires. Je ne vous ferai pas offense en vous accusant, vous, d'être responsable d'une situation, mais je dirais bien que c'est bien le système étatique qui fait que les territoires ultramarins sont dans cette réalité-là aujourd'hui, et cela dure depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. Là où maintenant je m'inscris en faux par rapport à ce que certains collègues du RN aiment mettre en exergue. Chers collègues, pour la énième fois, et j'espère que ce sera la dernière en ce qui me concerne, arrêtez de parler en notre place alors que nous maîtrisons notre sujet. Concernant la Guyane, il n'y a pas de submersion migratoire, d'accord? Je suis un élu du Guyanais. Je dis... Non, mais collègue Gillet, je ne t'ai pas interrompu, je vais revenir alors, avec toi après. Alors, mes chers collègues, la seule personne qui peut interrompre, tout ce que vous savez faire, c'est le président de la tout ce que vous commission savez des faire, lois. c'est mentir. Mon cher collègue. Collègue Gillet, je te dis clairement ce soir-là, tu es un menteur. Et je t'ai démontré que tu es un menteur. Bien, factuellement, tu es un gros menteur. Arrête de faire ça. Président Riemann, vous êtes président d'une délégation. Je continue. Non, mais il faut rappeler une vérité. Non, je vais traiter de menteur, il faut qu'il assume ses propos. À mon avis, il faut arrêter, président. Le contrôle du micro.
vous le reprenez ou Il n'y a pas de souci. Non, je continue. Alors continuez voilà. dans le calme. Merci. Donc il va falloir arrêter. Nous connaissons, il n'y a pas une question de submersion migratoire. Il y a une non-gestion. Et je l'ai démontré au travers des propositions qu'on a faites au ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Darmanin, qui a toujours refusé. On a demandé une organisation particulière par rapport à la justice sur nos territoires au travers des propositions d'amendement dans la loi de programmation justice. À l'époque, c'était le ministre Dupond-Moretti qui a été refusé. À chaque fois, c'est l'État qui refuse de mettre les moyens pour organiser une réalité sur nos territoires qui est différente de l'Hexagone. De là, tout le temps vouloir mettre sur le dos de ceux qui n'ont rien ou pas grand-chose, il faut arrêter ça maintenant, ça suffit. Moi, je demande maintenant au ministre qui est présent qu'on ait des réels échanges, des réels partages de regards de situation pour mettre en place des politiques constructives qui permettent à nos territoires de sortir de leur réalité. Mais cette histoire maintenant, cette arlésienne de faire croire que c'est la faute de l'immigration, tous les maux qu'il y a dans le territoire, je m'inscris en faux et je serai toujours face à ces gens-là qui prendront cette mensonge éhonté. Je vous remercie. Bien, Monsieur le ministre d'État, je vous propose, alors, pas d'interpellation, sinon je suspends et le ministre ne répond pas. Monsieur le Président Reymann, vous voulez que je suspende sans que le ministre réponde? Parce que je peux le faire. Hein. Il ne répond pas? Non, qu'il répond justement. Non, si ça continue sur cette tonalité, je vous le dis très clairement, je suspends et monsieur le ministre ne répondra pas. Non, Monsieur le Président, vous n'avez pas à m'interpeller. Donc vous avez pris la parole, c'est très bien, Monsieur le ministre d'État va répondre maintenant, et vous n'avez pas à interpeller d'autres collègues. Monsieur le ministre, c'est la dernière fois. Hein. Monsieur le ministre d'État, je vous en prie. Monsieur Reymann, je vais essayer de répondre. Aidez-moi par rapport à vos autres collègues. Non, c'est le président qui m'invite à y aller. Moi, je suis conscient que les questions de sécurité, de trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains, d'immigration clandestine sont des sujets lourds pour notre pays et évidemment sur un certain nombre des territoires ultramarins. Il faut les traiter. J'entends bien les discours politiques, ils existent, c'est ainsi, les Français y sont sensibles, mais là où je suis, à la tête d'un ministère qui est certes important, du point de vue de sa place au gouvernement, mais il est d'abord interministériel, et donc ça nécessite une très bonne coopération avec les ministres de la sécurité, de l'Intérieur, pardon, avec le ministre de la Défense, avec le ministre de la Justice, donc Madame André Torigna. Je suis obligé de travailler avec eux et avec grand plaisir, qui plus est. Mais pour que nous soyons efficaces, c'est le rôle d'un gouvernement. Il faut qu'il y ait un travail interministériel qui soit le plus efficace possible. Et d'ailleurs, on s'appuie aussi, par exemple, sur le travail du Parlement, sur le narcotrafic. La PPL qui est en discussion, qui vient d'être adoptée au Sénat, qui va venir ici, va faire l'objet, là aussi, d'un dialogue avec le gouvernement. Et ça sera le fruit d'abord du travail parlementaire, pas le fruit du travail du gouvernement. Donc sur ce sujet-là, le Parlement avance. Le Sénat a voté à l'unanimité sur ce sujet-là. Hein. Donc vous serez placés, vous aussi, les uns les autres, chacun devant leurs responsabilités sur ce sujet-là. Mais il est évident que nous devons renforcer les moyens humains et technologiques, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'ensemble de ces territoires, avec nos armées. Il suffit de voir le travail qui est fait en Guyane pour le constater. Je suis allé, malheureusement, comme ministre de l'Intérieur, après les événements dramatiques il y a déjà quelques années. Je pense aux hélicoptères de type Caracal, Puma, Super Puma, qui seront projetés en Guyane pour lutter contre l'orpaillage et indirectement contribuer à la lutte contre l'immigration clandestine. Ces sujets-là, il faut évidemment les traiter. Et toujours M. Antoine Villedieu, sur les actions diplomatiques, on doit faire beaucoup mieux, beaucoup plus. Et moi, je vous réponds, parce que le président m'a invité à ramasser mes interventions. Sur les Comores, je préconise, oui, bien sûr le dialogue, bien sûr la coopération, mais il faut établir les conditions d'un véritable rapport de force avec le régime de ce pays. Pourquoi? Parce que, d'abord, dans leur constitution, de cette manière, ils ne reconnaissent jamais que Mayotte est française, et ils agissent de telle manière qu'ils amènent une forme de déstabilisation de Mayotte. Et donc, après, je n'ignore pas les liens qui existent entre les Mahorais
et les Comores. C'est aussi une réalité. Mais en tout état de cause, oui, là, il faut être d'une très grande fermeté sur ce sujet-là. Je ne rappelle pas, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, pardon, l'ensemble de ce que nous mettons en œuvre après avoir reconstitué les radars et tous les éléments d'interception qui ont été détruits par Chido pour que nous soyons le plus efficaces possible. Sur le droit du sol, d'abord, il faudrait que vous mettiez d'accord avec vos collègues du RN sur ce sujet-là. Je vous taquine. Moi, je suis favorable, j'ai aucun problème sur la restriction du droit de sol à Mayotte, où la situation est particulière. Et je me suis dit que je soutenais la PPL qui avait été présentée par vos collègues, M. Gosselin. Ça a déjà été le cas il y a quelques années, quand Gérard Collomb était ministre de l'Intérieur, et c'est d'ailleurs un élu, un sénateur aujourd'hui ministre, Mohamed Tani Souali, qui avait proposé cette restriction. Donc, et c'est une mesure, ce n'est pas une suppression, c'est une restriction du droit du sol par rapport à une situation qui est particulière. Nous la savons, la moitié de ceux qui habitent aujourd'hui ou qui résident à Mayotte sont étrangers. Et une grande partie d'entre eux sont en situation illégale. Ce n'est pas facile à régler et à traiter, y compris. Mais en tout état de cause, ça nous oblige à un travail. Mais j'assume que je ne suis pas pour le remettre en cause au niveau national. Je l'ai dit quand j'étais hors du gouvernement, je le dis quand je suis au gouvernement. D'abord parce que c'est constitutionnel, et puis parce que je vous le dis très franchement, ça ne servira à rien. Qui vient en France pour la nationalité? Voilà, pour d'autres raisons, mais en tout cas pas pour la nationalité. Et dans la tribune que vous avez évoquée, j'ai voulu bien distinguer ce qui était de la lutte contre l'immigration illégale, ce qui était de l'ordre de la nationalité et ce qui est de l'ordre de l'identité. Donc, et ces sujets-là, vous savez, M. Mélenchon, il a une réponse. Et moi, j'admets que c'est un débat qu'on peut avoir avec lui. Il parle de la créolisation, d'autres parlent du métissage, d'autres parlent de l'identité. C'est un débat. Non, mais c'est un débat qui existe. C'est un débat qui existe. Vous voulez m'interpeller, vous avez préparé vos questions, voilà. Mais je vous répondrai ensuite. Donc, sur le droit du sol, je vous ai répondu. Monsieur Ratenon m'a interpellé sur un sujet qui est délicat, je l'avoue. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre Mayotte et La Réunion? Nous l'avons aussi abordé avec votre collègue. Il y a une chose, je veux le rappeler, les Mahorais sont français. L'accueil à l'école est une solidarité nationale et régionale. Je compte beaucoup sur un déplacement qui va avoir lieu dans quelques semaines, qui va être celui de la présidente des régions, Carole Delga, qui ira à Mayotte, accompagnée de Huguette Bello, la présidente de la région, Réunion. Parce que je pense qu'il faut que le dialogue se noue, et qu'il se noue d'ailleurs entre parlementaires. Moi, je travaille avec les 2 députés et les 2 sénateurs de Mayotte. Je ne regarde pas les couleurs politiques, je les connais, je peux combattre des idées ou les approuver, mais en tout état de cause, je n'ai pas d'autre choix que de travailler avec l'ensemble des parlementaires. Donc, et j'espère que ce dialogue va évidemment avoir lieu. En tout cas, vous avez préparé quelque chose. Moi, je suis disponible pour parler avec vous des questions de sécurité. Oui, je voulais vous dire, pardon, le préfet de La Réunion a reçu cette semaine 2 députés du RN. L'un de La Réunion et l'une de Mayotte, M. Rivière et Mme Bamana. Donc c'est une manière aussi de parler avec 2 députés du même groupe qui pourraient peut-être dire des choses contradictoires. Et le préfet a rappelé qu'il n'était pas anormal que certaines vérifications soient effectuées par les maires en présence d'enfants mineurs présents à La Réunion sans autorité parentale. Ça, c'est un vrai sujet, qui est celui des mineurs non accompagnés. Il n'y a pas de refus systématique visant des élèves en provenance de Mayotte. 700 élèves, tous niveaux confondus, ont été inscrits sans aucun problème en janvier. 700. À ce jour, les difficultés, je donne les chiffres du préfet, concernent moins de 200 élèves. Au niveau du 2e degré, le rectorat cherche des solutions au cas par cas pour 70 dossiers. Au 1er degré, 70 inscriptions sont en souffrance. Voilà, je vous donnais ces niveaux. Mais là, vous avez parfaitement raison, monsieur le député. C'est que la réponse, elle doit être à Mayotte. Nous avons réussi une rentrée scolaire. C'était un miracle. Mais dans des conditions qui restent très difficiles, puisque 20% des écoles ou des établissements scolaires
du premier degré, il y en a aussi dans le deuxième, ont été détruits. Et vous savez qu'il y a un système de rotation d'accueil des élèves. Ce n'est pas satisfaisant. Donc, dans les grandes priorités du projet de loi programme que j'aurai l'occasion de présenter devant vous, il y a évidemment la question de l'école et de l'éducation et de la formation pour les jeunes mahorais. En tout cas, je suis à votre disposition, tous les parlementaires de votre réunion, pour évoquer les questions de sécurité ensemble. Je me rendrai à La Réunion après un déplacement en Nouvelle-Calédonie cette semaine, à la mi-mars aux Antilles, fin mars, début février, La Réunion, un déplacement de plusieurs jours, et évidemment Mayotte, et ensuite la Guyane, etc. Nous allons continuer, j'espère pouvoir être d'ici l'été, et pour la préparation du comité interministériel aux Outre-mer, deuxième trimestre, mai ou juin, avoir fait évidemment acte de présence un peu partout, parce que c'est comme ça, je crois, que l'on travaille. Madame André Torigna, je reviens sur vous. Je trouve que j'aime beaucoup Don Quichotte, parce que c'est la liberté même. Je ne sais pas, je vous le dis très franchement, si vous oseriez, un autre de vos collègues, avec d'autres origines, si vous oseriez lui rappeler ses origines. Je ne sais pas si vous oseriez. Si, vous me comprenez parfaitement. Non, si c'était quelqu'un d'autre, d'une autre rive de la Méditerranée, est-ce que vous lui diriez, vous lui rappelleriez ses origines? C'est parce que c'est moi? C'est parce que c'est moi? Mais c'est pas le problème. Moi, je suis français. Moi, je suis français. Je ne suis pas franco-espagnol, je suis français. Oui, mais ça, écoutez, moi, j'étais Premier ministre, j'étais ministre, j'étais député. Mais c'est comme ça. Mais c'est une très belle expérience, chère madame. J'ai connu plein de choses, j'ai revécu l'amour, j'ai fait plein d'expériences intéressantes. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est l'Europe, c'est un chiche, chacun a ses origines. Mais je ne sais pas si c'était à quelqu'un d'autre, vous lui rappelleriez ses origines. J'étais maire, j'étais député, si vous permettez, chère madame. J'étais ministre, Premier ministre, je suis de nouveau ministre. C'est ainsi, moi, ce que je demande aux gens, c'est de me juger sur l'action. Ce n'est pas sur les fantasmes que vous déployez. Et Don Quichotte était libre. Il faut rester libre. C'est une très belle expérience. Mais vous savez, on ne vit que de ces échecs et de l'expérience qu'on en tire. Mais je comprends que pour vous, chère madame, ça soit, malgré tout ce que vous dites et malgré tout ce que vous avez dit, de me voir revenir au gouvernement, j'imagine que c'est un peu pénible. C'est ainsi, qu'est-ce que vous voulez c'est François Bayrou qui m'a proposé le gouvernement. Et sur cette tâche et cette mission qui est celle des Outre-mer, elle est exaltante, elle est difficile parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Et je suis prêt au dialogue, encore une fois, avec tous les parlementaires et évidemment avec tous les députés de cette commission, et plus particulièrement, mais pas seulement, les ultramarins. Madame Karine Lebon, je soutiens, en fonction des choix qui vont être faits par l'Assemblée nationale, bien évidemment, votre proposition concernant les enfants de la Creuse, parce que je suis convaincu que les questions de mémoire, je l'ai dit tout à l'heure, et ça ne concerne pas seulement les enfants de la Creuse, mais c'est un de vos combats, c'est un élément essentiel. C'est un élément essentiel. Donc nous serons au rendez-vous et nous travaillerons ensuite ensemble, je l'espère, sur l'ensemble des dispositifs. J'ai évoqué ce matin, de nouveau avec la ministre du Travail, la situation des emplois aidés. Elle m'a confirmé ce qu'elle vous avait dit, que ces emplois étaient préservés pour ce qui concerne la Réunion. Je vais lui redemander pour que vous ayez la réponse la plus précise possible à votre attente, parce que nous savons le rôle que ces emplois jouent dans ces départements, dans ces régions et dans ces territoires, et notamment dans le vôtre. Monsieur Riemann, évidemment, tous les problèmes ne viennent pas de l'immigration. J'ai parlé 20 minutes, j'ai parlé au moins un bon moment, 20% de ce temps de vie chère. Sur la Guyane, j'ai parlé orpaillage, pêche et hydrocarbures. Mais évidemment, il faut évoquer de la manière la plus sereine possible, si c'est possible. Il faut traiter de toutes les questions, y compris de celle-ci. Mais là, vous avez raison, c'est avec des solutions concrètes. Ça vaut pour tous les sujets. Voilà, je n'ai sans doute pas répondu à toutes les attentes et toutes les demandes, mais je reste, Monsieur le Président, à votre disposition pour continuer à échanger
dans la sérénité et surtout avec un souci d'efficacité avec l'ensemble des parlementaires, comme je le fais aussi avec les présidents de collectivités et les maires qui jouent sans aucun doute un rôle important, mais aussi avec les acteurs économiques et sociaux. Je le ferai peut-être devant une autre commission. Je pense que nous devons être aussi très attentifs à toutes les questions de jeunesse et aux problématiques de culture, je l'ai dit tout à l'heure, parce que là aussi, il y a beaucoup à faire. Merci, Monsieur le ministre d'État. Je retiens le mot dialogue, je retiens le mot efficacité, mais également le mot amour que vous avez prononcé devant la Commission des lois. Nous allons dans quelques instants reprendre la discussion à l'examen de la proposition de loi dont notre rapporteur est Louise Morel, concernant la sortie de l'indivision successorale. Il n'y a pas de suspension, pas de coupure. Nous prolongeons l'effort jusqu'à la fin du texte. Merci.